Bonsoir, heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de Cartes sur table. Vous le savez, le tribunal militaire a donné son verdict tôt ce matin dans le procès qui oppose l'État du Cameroun à Ayuk Tabe et ses co-accusés. Ils sont condamnés à la prison à vie et doivent payer à l'État du Cameroun 250 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Ils condamnent également les accusés aux dépens de plus de 12 milliards, un peu plus de exactement 12 milliards 501 832 732 francs CFA. La durée de la contrainte par corps, 5 ans au cas où il y a lieu de l'exercer. Nous allons donc analyser l'impact de cette décision sur quelques aspects assez précis. D'abord sur la rentrée, vous savez, les différentes parties appellent à un retour à l'école dans les parties nord-ouest, sud-ouest. Les négociations annoncées, attendues, on n'en sait pas trop où elles en sont, et puis le dépôt des armes et pourquoi pas plus généralement le retour à la paix. Ce sont sur ces aspects précis qu'on va faire l'analyse de l'impact de cette décision. Dans la première partie de cette émission, ce sera le premier thème, crise dans le nord-ouest et sud-ouest, impact de la condamnation de Ayuk Tabe et compagnie. Et pour ce plateau, on aura 4 panélistes, dont 3 sont déjà dans ce studio, et on va aller du côté de Yaoundé au téléphone pour avoir la réaction de maître Amongwa Tani Nicodemus. Il est avocat au barreau du Cameroun et du Nigeria, responsable de la communication et médias des conseils de Ayuk Tabe et autres. Et puis on aura un deuxième panel, un panel qui va faire le face-à-face de ce soir. Après 2 ans de procès, le verdict a été rendu le 26 juillet dernier dans l'affaire EEC, Église évangélique du Cameroun. Il y a 2 décisions de justice. D'abord la suspension des effets du processus électoral et la mise en place d'un directoire voilà, administration provisoire de l'Église. Que se passe-t-il donc à l'EEC? On va essayer de commenter les lendemains de cette élection, comprendre les développements judiciaires et surtout savoir s'il n'y a pas de proposition de sortie ou de piste de sortie de cette sortie de l'impasse. On va pour cela avoir 2 pasteurs. Le pasteur Jean-Marcel Ngahan Ngwaba, il viendra pour le compte du président du mois dont le bureau a été pour l'instant mis en veille par la justice. Il va représenter le pasteur Ndje Toa, et puis on aura le pasteur Justin Boulamoto, le représentant du pasteur Priso Mongolais. Cela dit, d'abord les panélistes déjà en place. Hervé Manuel, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous les téléspectateurs. Franck ici, bonsoir. Bonsoir Dipita. Abel Elimbilobe, bonsoir. Bonsoir. Et on attend encore Eli Smith qui nous a confirmé sa présence dans ce studio, mais il est retenu en ce moment, nous a-t-il dit, du côté de la cathédrale par une réunion qui traîne un peu, dans le cadre certainement d'un certain nombre, d'activités qu'il mène. Vous savez qu'il est par ailleurs le porte-parole, lui-même le secrétaire général de la All Anglophone General Conference, cette structure qui souhaite, comme vous le savez, organiser un dialogue entre les différentes parties pour voir les pistes du retour à la paix. Et il siège à la cathédrale tout à l'heure, donc on va certainement l'avoir, Eli Smith. Cela dit transition et on entre dans le premier thème tout de suite. Alors messieurs, d'abord votre réaction à la suite de ce verdict, condamnation à vie pour les sécessionnistes désignés, ceux-là qui réclament la partition du Cameroun. Abel Elimbiloube, votre réaction? Je suis un homme assez heureux. Je suis content. Le gouvernement du président Biya, je le combats à la limite de mes moyens. Mais lorsque ce gouvernement pose des actes qui sont justifiés, je le soutiens. Et je n'ai aucune embâche à le dire. Je ne suis pas pour que des Camerounais se lèvent et prétendent organiser ni le changement de la forme de l'État, ni sa partition. Et le gouvernement du président Biya a été à la hauteur de la mission constitutionnelle qui est conférée au chef de l'État, qui est de protéger l'intégrité du territoire. Merci. Donc, le président de la République
n'a pas cédé aux sirènes de toutes sortes, voulant que ceux qui ont décidé d'attenter à l'intégrité du territoire ne comparaissent pas devant la justice. Hervé Emmanuel, comme votre première réaction? Mais écoutez, moi je suis heureux que la République l'emporte sur des entrepreneurs du chaos, du terrorisme. J'ai une très grande pensée pour les victimes civiles et militaires. Et je pense que la République montre exactement à tous les autres qui sont encore tapis dans l'ombre ou à l'étranger que la rigueur de la loi défendra toujours la République. Donc je pense aujourd'hui que toute personne qui se lance dans une entreprise chaotique, terroriste, doit savoir assumer aussi les conséquences de son aventure. La République a pris les décisions qui sont justes dans un état de droit. Voilà, je pense que la loi a été dite et les avocats feront leur travail. Tout le monde sait ce qu'il y a lieu de faire désormais. Franck, ici. Écoutez, je pense que c'est une décision qui s'inscrit dans la logique que le gouvernement de M. Biya a depuis le début de cette crise. C'est-à-dire une logique de répression, une logique de réaffirmation de sa volonté de ne rien changer. Et c'est une décision qui ne sera pas malheureusement sans conséquences, mais qu'il ne faut pas surestimer et dont il ne faut pas être très surpris. Pourquoi? Parce que quand on a vu comment non seulement ils ont été arrêtés, ils ont été détenus 10 mois au secret, sans accès à leur avocat, sans accès à leur famille, et ensuite comment le procès s'est mis en place avec un ensemble de violations manifestes des procédures et lois camerounaises, en même temps qu'un certain nombre d'accords internationaux en rapport avec le jugement des civils. Nous pensons qu'on voyait venir manifestement cette décision et ne surprend personne. Nous pensons que le plus important, ce n'est pas de s'accorder ou s'attarder sur le sort en particulier de ces personnes qui sont, à mon avis, le symptôme d'un problème profond, d'un problème qui date de plusieurs décennies, qui, parce qu'il n'a pas été proprement pris en charge, s'est aggravé et aujourd'hui a mû en une guerre. Donc ça, c'est une décision dont nous prenons acte et nous rappelons juste que avant elle, il y a eu des arrestations des leaders du consortium. Avant elle, il y a eu des arrestations et des condamnations de personnes. Et chaque fois après, ce à quoi on a assisté, c'est une aggravation de la situation. Merci. Donc les Camerounais ont intérêt à regarder ce qui va dans le sens de résoudre fondamentalement cette crise. Et c'est ça le principal sujet. Merci Franck. Nous allons aller tout de suite à Yaoundé pour avoir, je l'ai dit tout à l'heure, le porte-parole des conseils de Ayok Tabé, le représentant de la communication et médias, maître Amungo Atani Nicodemos. Barista, bonsoir. Bonsoir maître. Bonsoir Toguel. Alors pour la dernière actualité, vous étiez en réunion ce soir avec les condamnés Ayok Tabé et compagnie. Quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce que vous êtes dit que se dégage de cette rencontre-là? Notre rencontre, puisque après chaque peu autour de nos clients, puisqu'ils sont à la prison principale du Congo. Un peu un round-up de nos activités. Allez-vous faire appel de la décision? C'est un peu spécial parce que c'est nous sommes en train de se concerter puisque tous les avocats qui sont venus du nord-ouest et du sud-ouest sont en train de se concerter. Nous sommes en train de regarder beaucoup de choses. Ça fait qu'il s'est passé vraiment c'était jusqu'à mascarade et nous sommes d'ici 48 heures de temps qu'on va essayer de voir ce qu'on doit faire. Alors, quel est l'état d'esprit des condamnés? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, mais les gars sont... Non, bon, je veux vous dire, non, rien n'a changé, rien n'a changé, bon.
malgré la grève de faim qu'ils ont entamée, il y a de cela quelques semaines par rapport à ceux qui, par rapport aux mutinées de Buea et de prison centrale de Kondengi, mais je veux vous dire que oui, de Kondengi, donc je veux vous dire que nos clients sont en forme, mais ils sont déterminés. Hein. Je ne peux pas vous dire que quelque chose a changé, mais je peux pas vous dire que quelque chose a changé. Ils sont en forme. Avez-vous le sentiment que cette décision pourra avoir un impact sur la crise? Notamment, il y a un appel des différentes parties pour un retour à l'école, dont rentrée scolaire. Est-ce que cette décision complexifie la volonté de négociation? Est-ce que finalement on peut aboutir au dépôt des armes ou alors un retour définitif à la paix? Quelle est votre impression? Quelle est l'impression de Ayuk Tabe et ses co-accusés? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je tiens que de côté de la loi. Et si le tribunal de Yaoundé avait fait ce que moi, en tant qu'avocat, j'ai vu que la justice a été faite, je pouvais vous répondre. Mais dès que la question est posée, moi, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe sur le terrain, et je ne sais pas pourquoi on a choisi de condamner Ayuk Tabe au moment que les cris sont en veille de retour à l'école. Donc la question est posée à quelqu'un qui ne peut pas répondre, parce que, je vous dis, c'est la politique. Et moi, en tant qu'avocat, il fallait que le juge fasse son travail et il laisse le reste aux politiciens pour faire ce qu'ils doivent faire. Alors, en ce moment précis, Ayuk Tabe est-il pour un retour à l'école dans le nord-ouest et le sud-ouest? Je ne peux pas répondre à cette question par rapport aux négociations. Mais il avait dit, il a posé ses conditions. Et si c'est le retour de l'école, moi je ne sais pas si Ayuk a parlé par rapport au retour de l'école. C'est mon client, il ne m'a jamais dit ça. Alors maître, merci beaucoup. Merci de cette réaction assez prompte, hein, j'ai failli dire, à l'issue du verdict de ce matin. Merci, nous vous savons disponibles. On va certainement vous solliciter à nouveau. Voilà, c'était donc la réaction tout au moins du camp des conseils de Ayuk Tabe, le leader sécessionniste qui, comme vous le savez, réclame la partition du Cameroun. On a peut-être eu les premières réactions après la rencontre, comme il dit, de concertation qu'ils ont eu ce soir. Alors, retour sur le plateau. On va tout de suite analyser. Hein. Abel Elimbilou, avez-vous le sentiment, donc, à travers cette décision, il y a de la sérénité qui est revenue? Peut-on penser à une rentrée scolaire le 2 septembre? C'est lundi dans moins de 2 semaines ou un peu plus de 2 semaines. Peut-on penser que cette décision contribue à ramener une certaine sérénité pour que les enfants puissent reprendre les cours, l'école dans cette partie du pays-là? Vous savez, la vie normale d'un État est une construction pénible. Quand vous voyez les gens se lever tous les matins, aller au travail, ils se lèvent tous les matins, ils vont à l'école, ça paraît évident. C'est tellement évident que les gens ont l'impression que c'est tombé du ciel. Mais ça s'est construit. Et ça s'est construit durablement. Perturber la paix, c'est quelque chose qui se fait en quelques secondes. Mais la reconstruire est toujours très pénible. C'est pour cela que ceux qui prennent la responsabilité, sous le prétexte d'exprimer des positions politiques, quelles qu'elles soient, de perturber la paix, doivent réfléchir par plusieurs fois. Parce que de toutes les façons, ils seront très souvent les premiers à demander le retour à la paix. Mais ils ne l'auront pas.
Parce qu'elle ne se construit pas instamment. Des gens ont pris sur eux de détruire des écoles, d'empêcher par la violence les populations de fonctionner normalement. C'est bien si après coup ils commencent à revenir à la voie de la sagesse. Mais leurs appels aujourd'hui au retour à l'école ne m'intéressent pas. Parce que je ne suis pas sûr que là, au nord-ouest et au sud-ouest, les populations du nord-ouest et au sud-ouest sont à la solde de tous ceux qui avaient entrepris de brûler les écoles. Pour qu'ils aient l'impression que s'ils disent maintenant que bon, qu'on ne brûle plus les écoles, rentrer à l'école, les gens vont se lever pour rentrer à l'école. Ils ont déjà créé les conditions d'un chaos. Ce n'est pas eux qui vont reconstruire ces choses. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire à tous nos compatriotes, nous tous qui faisons la politique, que ce code pénal, si que Kamto a d'ailleurs écrit, dit que dans son article 111 sur la sécession, la sécession n'est pas une opinion. Non. La sécession n'est pas un point de vue. Que les gens peuvent venir sur les plateaux de télévision discuter. La sécession est quelque chose de puni par le code pénal camerounais dans son article 111, est puni de l'emprisonnement à vie celui qui en temps de paix entreprend par quelque moyen que ce soit, ce n'est pas seulement par les armes, même par le discours, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire. La révolution est également punie par le code pénal camerounais, dans son article 114, est puni de l'emprisonnement à vie celui qui tente par la violence, soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois, ou de les mettre dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. J'ai tenu à lire ça parce que depuis un certain temps, nous avons fait le choix de la vie démocratique. Et le choix de la vie démocratique suppose que le débat va se faire, mais il va être tranché par l'élection. Merci, Ebi. Non, permettez que je boucle. Oui, il va être tranché par les élections. Lorsque les élections ont eu lieu, il faut que ceux qui les ont perdues sachent que ils sont astreints à respecter la volonté populaire. Oui, bon, mais c'était pas le débat. C'est ça le débat de fond. D'accord. Parce que le débat de fond, c'est que merci, Ebi. Vous avez des gens qui vous disent que ils ont la liberté de porter atteinte au territoire. On vient de l'élection 2016. On vient de les punir. Merci Abel. Et ce n'est pas à ces gens-là de nous dire qu'il faut rentrer dans la paix. Franck, une analyse sur la rentrée, les négociations probables, le dépôt des armes et plus généralement le retour à la paix. Je crois que dans mon... Vu sur le prisme de cette décision, évidemment. Je disais que c'est une décision, en fait, je vais dire c'est un verdict qui ne sera pas sans conséquence dans la mesure où forcément il y a une partie de ceux qui sont les soutiens ou bien les, comme on dit en anglais, les followers de ces personnes vont se sentir peut-être dans un état encore plus de mécontentement et ça peut entraîner, et nous ne le souhaitons pas, peut-être un certain nombre d'actes irréfléchis et d'actes de violence. Mais nous disons que globalement, il ne faut pas ignorer les causes, qu'elles soient lointaines ou récentes, de cette situation qui s'est dégradée. Et quand on parle même de retour à l'école, il faut mettre ça en perspective avec l'ensemble de la problématique qui a été posée, qui est celle justement d'une partie de la communauté nationale qui s'estimait longtemps marginalisée, qui estime que dans une autre organisation de l'État, elle pourrait voir ses spécificités et ses intérêts mieux pris en charge. Et à ce titre-là, parler aujourd'hui d'un retour à l'école ne peut pas déjà être détaché de cette problématique globale. Mais si on veut rester sur l'école, il faut constater aussi de façon froide que
il ne suffit pas de décréter, que ce soit du côté de, entre guillemets, ceux qui mènent la contestation au gouvernement, que ce soit des autorités, le retour à l'école. Le retour à l'école dans les conditions actuelles, comme la paix en général, est une construction. Et pour la construire, nous pensons qu'il y a au moins 5 étapes dans la phase actuelle, même si ça doit entraîner quelques reports en termes de temps de la rentrée au niveau du nord-ouest et du sud-ouest par rapport au reste du pays. La première chose, c'est le cessez-le-feu. Parce qu'au moment où on parle, la violence continue. Il n'y a aucune sécurité pour personne, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, ou que ce soit les autres personnels d'appui dans les institutions. Cette violence, elle oppose des groupes séparatistes à l'armée. Et elle se déploie partout. Donc c'est la première chose. Il faut absolument cesser le feu. La seconde chose qui est fondamentale de rappeler, c'est que à l'origine aussi de cette actualisation de ce vieux problème anglophone, il y a des syndicats d'enseignants qui avaient posé un certain nombre de problèmes sur la qualité de l'école. Et je pense qu'un dialogue avec les enseignants s'impose aussi pour discuter non seulement des conditions de la reprise de l'école, des conditions notamment du rattrapage de 3 années qu'ont manqué beaucoup d'enfants, et surtout des conditions de la sécurité, de la sûreté de tout ce que j'ai cité, les enseignants, les élèves et aussi bien le personnel d'appui. Donc ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, puisque quand nous étions encore à Bamenda récemment, on le constate, il y a d'autres acteurs qu'il faut intégrer dans la discussion. Parce qu'elles ont aussi un mot à dire, c'est les parents d'élèves, c'est les propriétaires d'écoles, surtout pour les écoles privées, et d'autres acteurs qui contribuent à la vie même justement de l'école. Et enfin, quand on regarde un peu tous ces théâtres-là, du fait justement qu'il n'y a pas eu des cycles scolaires normaux, il y a une dégradation avancée de l'infrastructure scolaire. Donc il faut commencer le processus de réhabilitation, de reconstruction pour que les gens viennent étudier dans des conditions. Mais le plus important, je termine par ce par quoi j'ai commencé, il faut annoncer un calendrier, une approche, des étapes clés pour résoudre cette crise. Parce qu'on ne peut pas traiter la question de l'école indépendamment de toutes les autres revendications qui ont surgi, qui se sont déployées et qui ont malheureusement conduit aujourd'hui à un conflit armé. Hervé Emmanuel Kom. Mais écoutez, l'hôpital, nous on est un peu embêtés par ce mélange des sujets. Parce que nous avons des individus qui se sont lancés dans des entreprises terroristes pour porter atteinte à la République. Et le jugement qui vient aujourd'hui, c'est la force, la rigueur de la loi qui condamne ce genre d'entrepreneurs et d'activités. Et d'ailleurs, je voulais préciser quelque chose, parce que depuis ce matin, tous les organes de base ou les organes annexes qui font dans la propagande des soutiens à ces gens disent qu'il y avait un tribunal d'exception. Non, c'est faux. C'est un tribunal spécialisé. À Paris, on juge des affaires de terrorisme qu'à Nanterre, au parquet de Paris, il y avait des juges spécialisés. Donc on raconte tout et n'importe quoi. Bon, revenons pour le lien qu'il peut avoir avec l'école. Nous refusons aussi le chantage qui consiste à dire que la République se mette à genoux devant des entrepreneurs de chaos. C'est-à-dire qu'ils vont dire, oh, si nous n'avons pas ça, nous ne faisons pas ça. D'abord, il y a là une tentative d'instrumentalisation de la justice qui ne peut pas prospérer avec le président. Ça, je peux vous le dire déjà. Il y a un temps de la justice, et ce temps-là, en ce qui concerne ce groupe-là, connaît l'étape que nous avons aujourd'hui avec cette décision qui est conforme aux lois de notre République. Et d'ailleurs, s'ils en ont besoin encore, parce qu'il y a d'autres qui sont à l'étranger, les brigades anti-sardinards, MSC, BAS et autres, et Limbilobe vient de brillamment rappeler ici qu'il y a des émissions organisées simplement parce qu'on veut parodier le séparatisme ou des entreprises schismatiques sur la République. C'est totalement inacceptable. Donc pour revenir, est-ce que la décision d'aujourd'hui peut participer au retour de la paix? Mais oui, parce que c'est la loi. Nous devons vivre sous le régime de la loi. Et s'il n'y a pas de loi, il n'y a plus de République. Et deuxièmement, on ne peut pas prendre la justice, l'instrumentaliser dans une entreprise. Quels sont ceux qui ont pris les armes contre la République? Mais ce sont ceux qui ont été condamnés. Et quand j'entends par exemple des expressions telles que cesser le feu entre qui et qui? Cesser le feu entre les terroristes et la République.
Donc aujourd'hui, il faut avoir une pensée, une compassion pour les victimes civiles et militaires, les dégâts qui ont été commis, surtout les familles. Moi, dans une famille qui n'est pas éloignée de la mienne, j'ai perdu un garçon qui s'appelait Mbok, je donne son nom, qui a été assassiné, qui était du GSO, et sa mère pleura toujours cet enfant. Donc aujourd'hui, je pense que le temps de la justice est en train de montrer quel est le sens, quelle est la République, et ça ne peut pas mettre en péril si les uns et les autres s'inscrivent dans le retour à la normale. Je termine en disant ceci, je ne vais pas être très long. Ce que ces entrepreneurs font, c'est un crime contre l'humanité, contre la jeunesse. Ils prennent en otage une jeunesse qui ne leur a rien fait. Ils font retarder ces jeunes par rapport à leur génération. Ils reculent pour ceux qui n'ont pas eu le privilège d'être déplacés dans d'autres villes, Douala ou Yaoundé ou ailleurs. Et puis, qu'est-ce que cette jeunesse-là a fait pour qu'elle subisse les conséquences simplement des plaisirs idéologiques de quelques individus complètement illuminés. Donc moi je pense qu'il fallait cette décision de justice. Ils ont de brillants avocats qui savent ce qu'il faut faire parce que notre pyramide judiciaire a plusieurs étapes, mais la République ne peut pas plier à cause du chantage, du terrorisme. C'est non. Quelles sont les perspectives que peut offrir cette décision-là? Cette décision n'a aucune perspective. Même pas sur le plan politique. Surtout pas. Je veux dire que si on... Il ne faut surtout pas qu'elle ait de perspective sur le plan politique. Si on fait un peu le scénario le précédent avec Agbobala qui avait été interpellé... c'est pas pareil. Agbobala n'a jamais pris les armes. Non. Bon, je veux dire que c'est pas pareil, mais je veux dire l'évolution de l'évolution judiciaire et politique de cette affaire. Écoutez, je termine, oui. Vous permettez. C'est pertinent. Évolution judiciaire et politique. Oui. Ils ont été condamnés. Le président a signé un décret d'amnistie, je crois, qui a permis non, il a signé une interruption de... Oui, voilà, un arrêt de poursuite. Voilà. Là, ici, on pourra avoir soit amnistie, soit grâce. Mais pourquoi vous y allez? Les victimes font quoi? Oui, Monsieur le député, nous sommes dans l'analyse, Hervé. Nous sommes dans l'analyse. Oui, dans une soirée, pensez aux victimes. Je suis d'accord, mais même dans l'analyse, je veux dire que même à travers la grâce. Allons-y, oui. Alors c'est pour ça que je demandais les perspectives. Est-ce que vous y voyez une issue dans ce sens-là? Vous savez, j'ai toujours dit depuis un certain temps que je ne suis pas content de la qualité de certains opposants qui pensent que pour exister en tant qu'opposant, il faut se saisir de toutes sortes d'opportunités. Quelqu'un mène un combat qui n'est pas le mien, sous le prétexte que nous sommes tous de l'opposition. On veut faire comme si je suis obligé d'être solidaire de son combat, qu'il a développé, qu'il a construit, sans jamais me consulter, dont je ne connais pas les raisons fondamentales. Quelqu'un mène un combat. Moi, je mène un combat pour battre le régime et vaincre le régime du président Biya dans les urnes. Je ne mène pas un combat pour empêcher le régime de M. Biya de gouverner car s'il a gagné les élections. Je ne mène pas un combat pour faire la sécession. Je ne mène pas un combat pour changer la forme de l'État. Donc, celui qui s'en va faire l'insurrection, qu'il ne pense pas qu'il aura ma solidarité. Celui qui s'en va faire la sécession au motif que le Cameroun est mal gouverné, qu'il ne pense pas qu'il aura ma solidarité. Et quand j'ai fini de dire ça, je dis le comportement de M. Ayouk et de sa bande, que des gens viennent aujourd'hui sur des plateaux de télévision essayer de nous faire croire que à partir des fautes de M. Ayouk, le rétablissement de l'ordre normal voudrait qu'on aille discuter avec Agbombala. Agbombala a mené une grève d'avocats. Il n'a pas dit aux élèves de ne pas aller à l'école. Absolument pas. Il n'a pas brûlé les écoles. Il n'a pas envisagé la partition du pays. Il a mené une action syndicale dans le cadre de l'environnement syndical qui est construit et défini par les lois en vigueur. Même si on peut regretter qu'il n'avait peut-être pas une marche autorisée, etc. Mais une marche, même quand on la place sous le prisme d'une action syndicale, doit répondre aux lois qui régissent les marches. Vu comme cela, l'action de Agbombala n'a rien à voir
avec l'action de M. Ayouk. La preuve. Alors, je ne voudrais pas de comparaison. Je voudrais simplement. En fait, je peux avoir, le même bénéfice que les autres de dire un peu plus tout ce qu'ils disent. Non, tu es plus long que nous. Ah, je n'ai pas le sentiment. Hein. Oui, terminé, surtout qu'on n'a plus que 30 minutes. Bon. Donc, M. Ayouk a un choix politique. Je ne crois pas que les enseignants anglophones étaient le pendant civil et politique des actions ou de la pensée de M. Ayouk. Non. Les condamnations dont M. Ayouk vient de faire l'objet et de sa bande n'ont rien à voir et n'inspireront aucune évolution politique au Cameroun. Il ne faut pas que les gens pensent que pour que eux, dans leur parti politique, ils n'arrivent pas à gagner les élections, pour qu'ils obtiennent gain de cause dans leur combat politique, il faut qu'ils utilisent les défaites politico-militaires d'une bande d'individus qui ne se réclament même pas du Cameroun. Il faut que les gens soient clairs. Et M. Ayouk et ces gens ont clairement dit qu'eux, ils ne sont pas de la République du Cameroun. Et des Camerounais disent que pour qu'on reprenne l'école, il faut voir que, comme on a condamné des gens qui ne se réclament pas de la République du Cameroun, il faut maintenant trouver le moyen de discuter avec les avocats. Et patati. Les avocats n'ont jamais dit de ne pas aller à l'école. Les enseignants anglophones n'ont pas dit aux élèves anglophones, n'allez pas à l'école parce que nous menons une lutte syndicale ou nous menons une lutte pour l'amélioration des programmes et autre chose. Donc ces amalgames-là sont des amalgames fâcheux. Je voudrais joindre ma voix avant de sortir de cette affaire à tous ceux de la République qui vont remercier l'État du Nigeria de nous avoir aidés en refusant que le Nigeria ne serve d'espace où des bandits se rassemblent pour venir attenter à l'intégrité de l'État. Il en sera de même de ceux qui veulent modifier la forme de l'État. Un État a besoin de stabilité. Franck. Donc, pour parler des perspectives, il convient à mon avis de rappeler quand même quelques éléments qui permettent d'avoir à l'esprit la nature de la crise à laquelle nous faisons face. La première chose, c'est de dire que ce n'est pas quelque chose qui date simplement d'octobre 2016. Octobre 2016, à travers les avocats, à travers les enseignants et plus tard Mancho Bibixi, est une actualisation et une aggravation d'un problème qui est ancien, qui a été posé de mille et une manières pendant plusieurs décennies et dans les formes, que ce soit les conférences anglophones, que ce soit les mémorandats, que ce soit les discussions politiques à plusieurs niveaux, sans que pour autant ce qui semblait être des attentes, le respect d'un certain contrat ne suive. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notez bien ceci. Quand on dit que les enseignants n'ont pas appelé à des écoles mortes, non. Le mouvement lancé par les enseignants, c'était justement de ne pas aller à l'école. C'est-à-dire les enseignants ne partaient plus enseigner. Comment peut-il y avoir d'école si les enseignants décident de ne plus enseigner? C'était ça leur mot d'ordre. Tandis que les avocats, ils étaient dans tribunaux morts. Tant qu'on n'avait pas intégré l'ensemble de leurs revendications, ils n'allaient plus au tribunal. Et ça a été rejoint par la suite par Mancho Bibixi qui est le symbole avec les villes mortes. Donc il y a une graduation qui fait suite à une démarche qui a respecté les canons administratifs formels, c'est-à-dire des lettres, des réunions au ministère, des engagements du ministre qui n'ont pas été suivis et qui a amené des gens maintenant à lancer des mots d'ordre de protestation non violents. Et rappelons-le toujours, ne faisons pas comme si cette crise commence avec la proclamation de M. Ayouk. Ces anglophones, ces leaders, avocats, enseignants et autres se sont retrouvés dans le consortium qui avait pour leader Agbo Bala. Et après des négociations qui avaient du mal à avancer parce que les négociations ne sont pas faciles, le gouvernement unilatéralement a mis fin à ça et les a arrêtés. Et c'est parce qu'il les a arrêtés, enfermés pour certains 8 mois d'abord et d'autres jusqu'à ce jour, voire même condamnés, le terrain a été laissé à d'autres acteurs. Et je peux vous dire que la violence, tel qu'on l'observe aujourd'hui, c'est-à-dire armée en termes de groupes plus ou moins organisés, n'a pas existé avant le 22 septembre et le 1er octobre. Où justement, avec les sorties de population ont été reprimées. Et ne faites pas comme si les victimes aujourd'hui, même civiles, c'est simplement le fait
des sécessionnistes. Pendant très longtemps, les villages ont été brûlés. Nos forces de défense, je suis au regret de le dire, se sont rendues aussi coupables d'exactions sur les populations. Donc, une fois que j'ai dit ça, je continue en disant que la nature de cette crise est quelque chose de tellement profond, quelque chose d'inédit, qui nous commande de ne pas rester arc-boutés sur, entre guillemets, des éléments d'une, si vous voulez, gouvernance qui est fondamentalement contestée. Vous nous parlez aujourd'hui de sécession, etc. Vous voyez bien que si on arrive à la sécession, c'est parce qu'il y a un malaise qui pousse à bout des gens. Ce n'est pas pour justifier ou être d'accord avec eux, mais comprendre n'est pas forcément excuser. Donc, moi je réaffirme ici que le Cameroun peut et doit changer sans le recours à la violence, sans la sécession comme solution. Mais ce qui fait la fierté d'être Camerounais, c'est un gouvernement des institutions qui respecte les propres lois qui s'est réglées et qui s'est donné, et qui respecte les promesses qu'il a faites à ses populations. Quand je parle de respecter les lois qui s'est données, dans le procès de M. Ayoub Tabé, mais il y a, ne passons pas en perte et profit. Moi j'étais surpris que l'avocat, peut-être, je ne sais pas pourquoi, il n'a pas rappelé. Ils ont plusieurs fois boycotté les séances, y compris la séance qui hier a conduit à la condamnation. Pourquoi? Parce que, en demandant la récusation du juge par des démarches telles que définies par nos procédures, le procès devait être suspendu jusqu'à ce que la décision soit prise. Ça n'a pas été fait. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres vices qui ont été relevés et qui chaque fois ont été boutés en touche. Donc nous, on peut être en désaccord avec le projet de sécession, mais nous pensons que ce qui fait la fierté du Cameroun et ce qui ne donne pas des arguments à ceux qui sont tentés par la sécession, c'est de montrer que justement on respecte nos lois en donnant un procès équitable. S'il est donc convaincu, comme il s'est affiché, d'être un sécessionniste, a-t-on besoin de truquer le procès? A-t-on besoin de ne pas respecter les règles? Merci Franck. Je n'invente rien. C'est pas par hasard qu'ils boycottaient les audiences. C'est depuis au moins 6 mois qu'ils boycottent les audiences. Donc je n'invente rien. Non, je termine en disant que, en termes de perspective, le fond du problème, c'est pas M. Ayouk, etc. Il est le symptôme. Vous savez que quand on a arrêté M. Ayouk, il s'est développé plusieurs leaders encore qui se déploient et qui se multiplient. C'est comme une hydre. Vous coupez une tête, plusieurs apparaissent. Donc la vraie question qu'on devrait avoir, laissons M. Ayouk, disons même qu'il doit être condamné à, je sais pas, 3000 ans. Comment on sort aujourd'hui de cette crise? Est-ce qu'on va sortir de cette crise en proclamant la République et sans regarder la réalité telle qu'elle est, Franck, et sans prendre cette réalité telle qu'elle est pour bâtir notre Cameroun? Alors, moi, je vais vous en 20 minutes, il nous reste. Moi, je vais vous étonner. Je ne vais pas vous suivre pour le recommencement du procès. D'abord parce que on m'a enseigné que l'autorité de la chose jugée fait que je n'ai pas à revenir. Je suis pas. Aucun de nous n'est parti dans ce procès avocat. Ah, nous on assiste à toutes les séances. Ah ben très bien. Alors, différemment de vous. Ça m'amène donc. Moi je vais toujours sur le terrain. Non, nous respectons la séparation de pouvoir, monsieur ici. Et ça m'amène justement là où je voulais en venir. L'avantage de cette décision, c'est qu'elle nous fait rentrer dans le temps de la clarification. Les masques vont tomber de plus en plus. Et Rémi Lobé vient de lire brillamment tout à l'heure des passages du code pénal. D'accord? Toutes les organisations politiques qui ont des organes annexes armés et qui portent atteinte à la République devront gérer ce genre de situation. Laissez-moi je ne vous coupe pas, vous allez poursuivre. Moi, on me coupe toujours. Maître, je vous garde en ligne, mais vous allez parler après Hervé. C'est l'avocat, le porte-parole des conseils de Ayouk. Il revient, c'est très bien. Vous restez en ligne, hein? Il a été inspiré. Mais Hervé comme termine d'abord. Il a été inspiré par Franck ici, c'est pas grave. Non, donc je pense que toutes les organisations politiques qui servent de masque civil aux groupuscules terroristes vont devoir faire tomber les masques et assumer, à gérer les situations comme celles qu'on vit là maintenant. Il est très facile, Franck, de venir dire que tel groupe qui pourtant s'est proclamé président de la République, armé, donner même des primes à ceux qui devaient assassiner les militaires, ne sont pas responsables de la paralysie du nord-ouest, sud-ouest. Bon, ça c'est un débat politique que nous avons, nous pouvons le continuer. Mais la loi au Cameroun dit que quand vous prenez les armes contre la République, voici le tarif. La loi au Cameroun dit que quand vous détruisez nos ambassades, vous tuez, vous détruisez les écoles, les hôpitaux et tout, voici le tarif. Ce temps de la justice clarifie les choses. Maintenant, il reviendra au temps de la politique, Franck, que les différents groupes définissent très bien les relations qu'ils ont avec ces bandes armées
qui détruisent nos ambassades, qui portent atteinte à l'image du Cameroun. Et c'est pour ça que je pense qu'au-delà de la personnalité ou des personnalités de ceux qui ont été condamnés, la justice nous fait rentrer dans la réalité pour chacun assume les conséquences de ses libertés. Alors on prend l'avocat une minute, hein. On le prend d'abord. Maître? Et un député. Oui, allez-y. Vous voulez intervenir à nouveau? Alors on prend l'avocat. Oui, non, je vous suis. Je reviens là, député, pour vous dire. Oui, je pense que. Oui, non, arrêtez d'avoir votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume de votre téléviseur. On le sent d'ici. Oui, je pense que. Je viens de rentrer à. Votre téléviseur, s'il vous plaît. Baissez le volume de votre téléviseur. On le sent d'ici. Je viens de rentrer du tribunal militaire à 7h30. Et je veux vous dire, des fois, si on a certains arguments, il faut d'abord recouper un peu le fer. La crise dans le Nosso, l'impact de la condamnation d'Ayoub Tabé et ECHO. Je pense que ce que je veux vous dire. Donc, je dirais donc que l'image de la justice camerounaise est jetée dans la poubelle parce que Ayoub Tabé a été jugé sans l'avocat. Les avocats se sont retirés parce que on a récusé le juge, mais le juge a forcé sa main, il a fait ça mani militaire pour avoir son passage et finalement il les a condamnés. Et on les a condamnés et puis on demande pour les faire aussi très grave pour un jugement qui devait arriver jusqu'à la condamnation de la mort, les faits de terrorisme, les chefs d'accusation. Est-ce que la loi, notre code de procédure pénale permet qu'on peut juger quelqu'un sans son avocat jusqu'à on le condamne député? C'est la question qu'on doit poser. Merci maître pour cette question. On va certainement sortir avec les panélistes. Hervé d'abord. Non, vas-y. Donc je veux mettre à question ce que je disais, c'est-à-dire que le procès ne peut pas être considéré comme équitable, le procès ne peut pas être considéré comme ayant respecté les droits de la défense. Et quand on parle de République, quand on cite les lois, moi j'aimerais bien que M. Limbi refasse le film de l'arrestation, de la détention et justement de toutes les audiences qui ont conduit à cette condamnation. Et comme il est si scrupuleux, qui nous disent point par point si la règle de droit camerounaise a été respectée. Absolument, je ne crois pas. Deuxièmement, je dirais que... Je donne encore que l'avis, puisque tu as déjà... Non, laissez Franck terminer. Abel, je vous en prie. Je dirais que il a laissé sous-entendre ici que, parce que bon, politiquement, des gens cherchent des baux de sauvetage. Je ne sais pas si pour vous, la question anglophone est un impensé dans votre vision, votre diagnostic politique. Nous sommes constants là-dessus. Moi qui suis engagé en politique depuis 2010, j'ai au moins déjà posé au moins 6 actes d'interpellation de l'opinion publique sur cette question avant que la crise n'arrive, en termes de déclaration, en termes d'événements sur 3 jours, en termes de beaucoup d'autres initiatives dans ce sens. Donc je voulais terminer en disant que si on dit qu'il y a le temps d'abord judiciaire avant le temps politique, mais il faut qu'on soit exhaustif. Ne nous reproduisez pas les choses de la Côte d'Ivoire ici dans le sens où... C'est-à-dire, mais ce n'est pas que Ayoub et ces gens qui sont responsables de violence. Oui. Je vous dis, dans les forces de défense, dans les autorités camerounaises, il y a des gens qui sont responsables de dégâts, il y a de violences vis-à-vis des civils et entraîné des morts. Franck, je peux vous répondre? Donc, jusqu'à ce jour, j'attends sur les 2 plans. Oui, d'accord. Je voudrais répondre à Franck parce qu'il est permanent
dans la mise en équidistance entre les forces républicaines, notre armée nationale. Non, vous vous trompez. Moi, je mets en responsabilité premier le gouvernement. Je vais même plus loin. Oui, d'accord, on va y arriver. Donc, de toute manière, nous assumons cela. Franck a une permanence, c'est de mise à équidistance des forces de la République d'un État indépendant, souverain, le Cameroun, et des bandes armées. Vous comprenez? C'est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Non, Franck, je ne vais pas être aussi long. Je peux nuancer. Deuxième chose, je voudrais répondre à Maître tout à l'heure, parce que la difficulté avec certaines organisations politiques qui se réduisent à des mouvements de juristes et qui transforment souvent les débats en plaidoirie, et ça nous gâche le plaisir politique qu'on peut avoir, comme là maintenant avec Franck. Donc, pourquoi est-ce que la décision sort à 5 heures? Parce qu'ils ont tout fait de façon dilatoire pour empêcher l'audience, la tenue correcte de l'audience. Et nous ne peut se prévoir là ses propres turpitudes. Écoutez, la dernière chose, Franck, nous n'allons pas tomber sur les évaluations, la norme judiciaire et tout. Il peut exister ça et là quelque chose qui n'a pas marché dans les procédures. Ces avocats disposent de droits d'appel. Mais le problème, la dernière chose, c'est qu'il y a violation de ces la dernière chose, Franck. Vous savez, il y a une instrumentalisation de la justice. La dernière chose, les États les plus libéraux, entre guillemets, comme les États-Unis, ils mettent d'abord les détenus qui ont pris les armes contre les États-Unis, même pas sur le territoire américain, à Guantanamo. Ce qui est inacceptable. Attendez, Franck. Ce qui est inacceptable. D'accord. Je serai américain que je me jugerai contre ça. Franck, je termine. Ça n'a pas été le cas. Et je pense que ce qui s'est passé ce matin a été fait conformément à la loi de notre pays, en respect, n'est-ce pas, du code de procédure de notre pays. Et je termine en disant que le faux débat que d'autres entraînent en disant que lorsqu'un civil prend les armes, il ne peut pas passer devant un tribunal militaire, tout cela a été arrêté. Ah ben, chacun 2 minutes pour terminer. C'est un texte de l'Union africaine. Ils ont déjà eu leur temps. Non, pas d'accord. C'est vous qui avez commencé l'émission. Ah, d'accord. C'est vous qui avez commencé l'émission. J'ai parlé, il a parlé. Et il est revenu. Ah ben, allez-y, on a prévu ce que je veux dire, c'est que si vous savez avant tout qu'un État a une justice qui ne fonctionne pas bien, c'est vous qui êtes fou d'aller agresser cet État et de croire que quand il va vous juger avec une bonne justice. C'est pour cela que les acteurs politiques camerounais doivent faire preuve de discernement. Si vous parlez de Ayouk, il a dit qu'il n'est pas camerounais. Si c'est pour parler de moi, c'est autre chose. Quand tu parles, je t'ai écouté. Non, mais il parle de quoi? Quand tu parles, non, je le relance. Non, tu le relances. Après mon temps de parole. Vous dites que la justice ne marche pas. Et vous croyez qu'en allant attaquer un État qui a une mauvaise justice, la justice de cet État va bien vous juger. C'est vous qui êtes des idiots. Mais vous restez en ligne, on vous prend dans 1 minute. Hein. Ensuite, allez-y. Je dis que ceux qui ont décidé de mener leurs actions, je ne les vois pas sur les plateaux de télévision pour parler. Non. Je vois ceux qui veulent récupérer politiquement leurs actions. Quelqu'un a dit qu'un groupe d'individus basés aux États-Unis, au Nigeria, patati patata, décide de prendre les armes contre l'État. Ceux qui sont au Cameroun, qui n'ont pas le courage de nous dire que nous sommes les représentants. Vous savez, en Espagne, l'ETA et Batasuna, c'était la même chose. Batasuna, c'est la branche militaire. Armée. Et l'ETA était la branche politique. Ils ne se sont jamais désolidarisés l'un de l'autre. Mais l'État espagnol a décapité Batasuna, qui est la branche armée, et l'ETA est resté faire la politique et s'est reconverti. Si vous êtes les porte-parole des sécessionnistes et des bandes armées, mais assumez ça. Merci. Faites-nous savoir que votre choix, parce que moi, c'est le mot de fin. Parce que moi, je ne veux pas être le porte-parole des combats politiques qui ne sont pas les miens. Mon combat politique, c'est que sur le terrain des élections,
organisons-nous en conséquence, faisons ce qui est possible avec les lois en l'état actuel des choses, gagnons les élections et je verrai lequel d'entre nous fera une loi qui va autoriser les gens à avoir pour programme politique la sécession, la révolution, la décapitation de l'État et patati et patata. Ne vendons pas à nos populations des chimères que du reste, personne ne va gober. Allez-y, Franck. Je crois que il faut revenir à l'essentiel. Ce n'est pas parce que notre code pénal condamne le vol que pourtant tout voleur doit être décapité à la guise de chacun. Oh, Franck. Donc c'est pourquoi c'est très important. Si le code pénal condamne le vol, je croyais que vous voulez je vous rends la monnaie. Je vous rends votre monnaie. Si le code pénal condamne le vol, il le condamne avec des peines bien précises. Voilà. Je suis en train de terminer en disant ceci, que c'est très très important que pour un État qui se veut démocratique, pour un État qui réaffirme, comme il dit, les valeurs républicaines, de respecter scrupuleusement les lois qu'il s'est données. Nous ne sommes pas en train de dire que parce que ils ont pris les armes, ils ne devraient pas être jugés, ils ne devraient pas être condamnés. Nous disons que c'est donner des arguments à tous les ennemis de la République que de ne pas respecter les lois qu'on s'est données et surtout de ne pas offrir un procès équitable. Maintenant, je reviens, s'il vous plaît. Je suis dans l'opposition parce que ce pays est mal gouverné. Monsieur Limbi. Je suis dans l'opposition parce qu'il est mal gouverné. De terminer en vous disant pourquoi moi je suis d'être mal gouverné ne m'autorise pas à aller envisager de couper ce pays en deux et nulle part au monde vous faites l'apologie de la sécession et de la révolution. Au Sénégal, on a décapité le mouvement sécessionniste Casamance. Au Sahara occidental, on a décapité le mouvement sahraoui. Monsieur Limbi, partout, on décapite les mouvements qui prennent les armes contre l'État. Vous n'avez pas le monopole du désordre. Ce n'est pas du désordre. Merci. Franck termine. Je vais terminer. En une minute. Donc, ne nous baissez pas dans des... je ne me suis pas engagé dans l'opposition. Je me suis engagé en politique pour contribuer à bâtir un Cameroun qui soit plus uni, plus démocratique et plus prospère. Et à ce titre, je réaffirme qu'aujourd'hui, nous ne devons pas nous arrêter sur ce qu'on appelle des épiphénomènes. Il y a une crise qui est profonde, qui s'aggrave. Et aujourd'hui, la vraie discussion, celle sur laquelle on doit s'auto-interpeller, c'est comment on sort de là. Je vous laisse vos propos. Je vous laisse vos propos. La guerre de sécession a existé parce qu'une partie du peuple américain a voulu couper les États-Unis. Moi, je voudrais dire... La Turquie, on a arrêté le leader du PKK en Turquie parce qu'il veut faire la sécession de l'Anatolie. Vous savez terminer maintenant. Abel, je peux terminer. De vous appeler les sécessions, les épiphénomènes. Moi, je voudrais vous dire... C'est vous qui déformez mes propos. Ah si, c'est vous qui avez parlé d'épiphénomènes. Abel, je vous en prie. Les agissements de M. Ayoub pour vous sont des épiphénomènes. Abel, je vous en prie. Je ne peux pas vous arrêter de force. Donc je vous en prie, ayez la politesse de vous arrêter quand même. Moi, je voudrais dire une chose. La volonté de notre mouvement et surtout du président Paul Biya, c'est de construire une démocratie apaisée. Mais contrairement à ce que j'entends depuis le matin dans les aboyeurs et tout, cette démocratie apaisée, ça ne veut pas dire nous soumettre au chantage. Le président a prêté serment pour défendre un territoire, une population, une nation, une et indivisible. Eh bien, les lois de la République s'appliquent à tous ceux qui prennent les armes contre les armes. Ça ne ferme pas la porte au dialogue inclusif après. Alors, quand vous avez des gens qui commencent à nous faire le chantage, si vous condamnez tel terroriste, il n'y aura pas de rentrée scolaire. Je voudrais dénoncer l'absence de mon ami Elie Smith ce soir. Parce que j'ai accepté de partir de mes vacances médiatiques, parce que depuis quelque temps, vous remarquez que je ne parle pas. J'ai accepté parce que je me disais, en présence d'Elie Smith, de Franck Essi, de Limbi Lobé, nous allons au moins dire des choses pour l'avenir. Il choisit d'aller faire une réunion à la cathédrale en fuyant le débat. Donc, il a fui. Donc, rappelez-nous, cette décision est une décision d'un État fort, on va ressortir. D'une justice indépendante. On ne peut pas laisser que les jeunes soient pris en otage par des bandes armées. On va ressortir avec la dernière intervention de Maître Amongo Nicodemus. Il a Yaoundé malheureusement. Ouais, il était pris par le procès. Maître, votre dernier mot et puis on passe au prochain thème. Maître, vous êtes en ligne. Non, il n'est plus en ligne. Oui, député
I wish to give you this one in English, and I want to thank my Go ahead, elder please. brother The last word, please. Go ahead. I say I want to give this one in English, and to say that I appreciate our elder brother here, Elimbi Lobe, who is confirming that there is no justice in Cameroon. And c'est pas ce que j'ai dit. Ah oui. J'ai dit que si vous croyez qu'il y a une mauvaise justice, n'allez pas vous faire juger devant cette justice. And even Congo is saying that those that go to court, no, that is that, but lawyers who attend courts, and if they withdraw because of travesty of justice, and who will not want to assist in a charade of justice, don't know what they are doing in Cameroon. So, and then to allow the judge to pass his time and to sentence people without listening to a lawyer, they think that these lawyers are mad. We are exposing the system, and we want to say that there is no separation of power, because judges come to court with their cahier de charge under their armpits, and they are ready to sentence anybody at their whims and caprices, and that is what happened at the military tribunal. Thank you very much, Deputy. Merci beaucoup, maître. Merci pour ces différentes interventions. On va évidemment garder le contact pour davantage éclairer nos téléspectateurs. Merci à vous, chers messieurs, pour cette première partie de l'émission. C'était la première. On va revenir largement, évidemment, dans nos autres éditions, certainement samedi avec cet hebdo dimanche, et dans les autres débats, peut-être jeudi aussi avec Entretien et Oriane. Pour l'instant, on va passer au deuxième thème, Eric, avec le deuxième panel. On va prendre la transition et tout de suite après, le premier élément diffusé dans le cadre de ce deuxième thème-là, s'il y en a, si c'est prêt. Merci à vous, cher monsieur. Merci beaucoup, merci. C'est une vidéo penchée. On peut, c'est amateur, on précise, non? Ok. Je vous avoue là. La bouteille en bas, le sac aussi en bas. D'accord, mon frère. D'accord. Bonsoir, merci Pasteur. La bouteille d'eau, le sac en bas. Voilà, c'est presque inhabituel dans cette émission, mais il faut commencer peut-être à s'y habituer. On va passer au deuxième thème de ce soir qui ne réunit pas systématiquement les mêmes panélistes. On vient donc de terminer avec la phase politique de ce soir. Tout de suite, on va aller dans un autre, je vais dire quoi, conflit. Le mot est peut-être fort, mais je veux dire qu'on n'en est pas loin. Vous le savez donc, après 2 ans de procès, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, le verdict a été rendu le 26 juillet 2019. Dans l'affaire EEC, il y a eu 2 décisions de justice majeures. D'abord, la suspension des effets du processus électoral et la mise en place d'un directoire valant administration provisoire de l'Église. Vous le savez, un processus électoral qui avait finalement conduit à la tête de l'EEC le pasteur Ndje Toya, qui est donc la décision vient donc d'être mise à plat par la justice camerounaise. On va donc essayer de circonscrire également ce soir 3 questions fondamentales, majeures certainement, pour comprendre cette actualité. Que se passe-t-il véritablement à l'église évangélique du Cameroun?
partant donc des lendemains de l'élection de Ngaoundéré, et ensuite comprendre les développements judiciaires. Est-ce que ces décisions peuvent aider à la sortie de crise? Sinon, quelle proposition pour sortir de cette impasse-là? Je l'ai annoncé également, le pasteur Jean-Marcel Ngwaba, il représente ce soir le pasteur Ndjetoa. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Hein. Je pense qu'on avait déjà fait un plateau comme ça il y a quelques années. Et ça me donne l'occasion d'avoir une fois de plus une pensée vraiment pieuse en la mémoire, une pensée en la mémoire de Maître Célestin Kengou. À l'époque, quand on faisait cette émission, quand le conflit il y a 2 ans s'est posé, Maître Célestin Kengou était ici également sur le plateau pour nous accompagner avec son analyse. Il s'est dit combien il va nous manquer ce soir. Une pensée encore en sa mémoire. Bonsoir, pasteur Justin Boulan-Moto. Merci beaucoup mon frère. Merci d'être venu, vous représentez le pasteur Priso Mongolais. Tout à fait. Alors, messieurs, j'ai envie de vous demander d'entrer, qu'est-ce qui se passe à l'église évangélique? Mais pour rester structuré, pour comprendre d'abord, depuis Ngaoundéré et que cette dissonance, ce conflit oppose, j'ai failli dire, les différents dirigeants de l'église. Comment l'église fonctionne-t-elle au quotidien? Y a-t-il des pasteurs qui obéissent à l'un ou à l'autre camp? Comment, pour me reprendre, les dimanches en semaine, dans le quotidien de la gestion de l'église, pasteur Ngahan, ça fonctionne? Merci Dipita, merci à... Je salue mon frère, le grand frère, le pasteur Moto. Merci. Je voudrais peut-être, si tu me le permets, signaler à l'attention de nos téléspectateurs que je ne voudrais pas me présenter ici ce soir comme le représentant du pasteur Ndjetoya, parce que je ne le représente pas. Vous savez, vous avez posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe à l'EEC? Si vous faites allusion à l'assignation par laquelle l'Église est informée de ce qu'il y a un problème au lendemain des élections qui ont eu lieu en Ngaoundéré, c'est une assignation à la requête des pasteurs Priso Mongo le Hicha, Bila Benga Alexandre, Koïsédou Aitel et M. Mbongo Ebanda. Et la plainte qu'ils portent au tribunal, c'est une plainte contre l'Église évangélique du Cameroun. Ce n'est pas une plainte contre le pasteur Ndjetoya Jean Samuel. Okay. Et vous voyez, justement, cette perception qui cristallise le problème au niveau du pasteur Priso et du pasteur Ndje ramène le problème loin de sa réalité. Et c'est pour ça que je ne voudrais pas me présenter ici et me parler ici au nom d'un pasteur. Je n'appartiens pas à un fan club, encore moins celui du pasteur Ndjetoya. Je suis serviteur de l'Église de Dieu à travers l'Église évangélique du Cameroun. Et je voudrais, dans toutes mes postures et dans toutes mes expressions, représenter Dieu que je sers à travers l'Église évangélique du Cameroun. Donc, si je parle ici ce soir, je voudrais beaucoup plus parler, même si je ne suis pas le porte-parole de l'Église, pour le compte de l'Église. Alors, vous avez dit comment ça fonctionne dans toutes les paroisses, dans la plupart des paroisses. Les chrétiens vont à l'église le dimanche, ils écoutent la parole de Dieu, ils continuent de vivre leur foi de manière globale, comme l'Église l'organise et le structure, sauf que plusieurs sont affectés par la situation qui se vit au sommet de l'Église au lendemain des élections qui ont eu lieu à Ngaoundéré. Et donc, c'est tout à fait compréhensible, même si il faut exhorter les chrétiens et leur dire que lorsque le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous exhorte à la persévérance dans l'épreuve, l'épreuve ne concerne pas que la maladie, elle ne concerne pas que le deuil, elle concerne également les structures et les organisations comme l'Église à laquelle nous appartenons. Je ne le dis pas pour justifier ce qui se passe, absolument, non, pas du tout. Je veux simplement parce que beaucoup de chrétiens se disent, mais pourquoi Dieu ne siffle pas la fin de la récréation? C'est que moi, comme pasteur, je n'ai pas un autre langage que de dire Dieu a son temps. Je n'ai pas d'autre réponse que ça. Et je ne veux pas siffler la fin de récréation à la place de Dieu. Voilà, donc. Pasteur Boula Moto, vous, comment vous percevez la gestion quotidienne de l'Église au niveau de vos fidèles? Ça se passe comment? Oui, avant que de répondre sur le comment vit l'Église au temps quotidien, il faudra déjà dire que
Je suis là parce que je représente le camp prison. Et donc, le pasteur me surprend quand il me dit qu'il ne représente pas le camp indien, ce qui d'emblée fausse un peu notre rencontre de ce soir ici sur le plateau. Parce que j'attendais justement que, en tant que répondant du camp indien, et qu'on puisse débattre sur un certain nombre de choses. Toutefois, je crois qu'on en parlera parce qu'on est là-dessus et on en va en parler. Lui comme moi, nous ne sommes pas les serviteurs des hommes, nous sommes les serviteurs de Dieu dans l'église évangélique du Cameroun. Mais il y a une situation qui est née des élections de Ngaoundéré. C'est pour ça qu'on a parlé du camp prison, on a parlé du camp indien, parce que, n'est-ce pas, Indien a été déclaré comme celui qui a été élu, et donc le pasteur Priso a perdu les élections, et c'est ça qui a donné lieu, après qu'on soit rentré de Ngaoundéré, que le pasteur Priso et ses compères soient allés en justice pour dire nous contestons, n'est-ce pas, le résultat des élections de Ngaoundéré. Et c'est ça qui a donné lieu donc justement à l'existence aujourd'hui de deux camps, le camp indien et le camp Priso. Alors, avant que de continuer, je veux dire que pour ce qui concerne la vie de l'église au train-train quotidien, il faut dire que les paroisses sont le fondement même de l'église. Donc, le bureau exécutif de l'église n'est que là pour coordonner les activités de l'ensemble de l'église de la base au sommet. Donc, on ne peut pas dire que les communautés ne fonctionnent pas, parce qu'à la tête de chaque communauté, il peut y avoir un pasteur, un évangéliste ou un délégué pastoral, et les chrétiens viennent. C'est vrai qu'ils sont tous outrés par ce qui se passe, qui s'est passé depuis 2017, et naturellement il y a un impact parce que les gens ne viennent plus. Ils veulent bien que la situation puisse arriver à son terme. Mais je pense que la communauté de l'ECV, à travers ces différentes communautés, dont les paroisses... Et dans la coordination, ça se passe comment? Je veux dire que dans la coordination, tous les pasteurs obéissent aux directives données par le bureau élu en Ngaoundéré ou... Oh, ce serait peut-être bien, si le pasteur me le permet, oui, que vous précisiez quand vous parlez de la coordination. Coordination nationale. Oui, parce que quand vous parlez coordination, je comprends comment est-ce qu'on coordonne ces activités. Mais je dis c'est bien de le préciser parce que parallèlement à l'issue de cette élection qui a eu lieu, il y a une coordination qui est née, qui se réclame comme telle, qui mène des activités, qui s'affiche comme telle, un peu comme une organisation qui a une existence légale, qui organise des pastorales, etc. Donc il faudrait qu'on fasse toujours la part des choses quand on dit le mot coordination. Est-ce qu'on fait référence? Parce que sinon on va tout à l'heure se mêler les pédales. Voilà. Je crois que ce n'est pas encore le lieu de parler de coordination. C'est vrai qu'on va parler naturellement parce que je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, que c'est sur la base du conflit qui est né à partir des élections de Ngaoundéré. Donc c'est pour cela que la coordination nationale a vu le jour, n'est-ce pas, pour essayer de coordonner les activités d'un certain nombre de communautés qui sont acquises donc à ce que nous avons appelé la justice, la vérité et l'équité. Parce qu'en réalité, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Le combat contre le mensonge qui s'est établi, le combat contre toutes les tricheries, contre toutes les tripatouillages qui se sont, n'est-ce pas, infiltrés dans la vie de l'Église. C'est pour cela que nous avons dit non. Et c'est pour cela que la coordination nationale a vu le jour. D'ailleurs, je vais peut-être fâcher mon frère, il faut que je le lui dise tout de suite, que en fait, s'il y a eu des tripatouillages, s'il y a l'une des personnes qui a orchestré les tripatouillages pour qu'on arrive à la situation dans laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, il ne faut pas que mon jeune frère et le pasteur Ngan s'en me prennent. Il sait bien qu'il est un acteur principal de ça. Parce que, d'entrée de jeu, il faut que je le dise, le pasteur Ngahan, c'est un pasteur de la région synodale du Vouré, nord et sud-ouest, qui n'a pas été délégué au synode général. Permettez que je termine. Oui, vous allez terminer, mais pour la bonne compréhension, nord et sud-ouest, précisément. C'est-à-dire le Vouré, c'est-à-dire que
Disons que le département du Vouri est organisé en plus de régions à la périphérie. Ce département est organisé au niveau de l'église en 3 régions synodales. Et une des régions, il y a le Vouri centre, il y a le Vouri sud, et l'autre région c'est le Vouri nord et sud-ouest parce qu'il va jusqu'au niveau du sud-ouest. Et il peut bien le maîtriser parce que justement il est de cette région. Tout à fait. Voilà. Donc naturellement ça veut dire que le pasteur qui part au synode général en Gaoundéré, en réalité devait recevoir la mandature de son synode régional pour qu'il puisse se retrouver de l'autre côté à l'effet justement d'être un représentant légal. Un représentant légal, c'est-à-dire qu'il soit capable d'être éligible et électeur. Parce que tu n'as pas la qualité de délégué au synode régional qui t'a donné, qui t'a conféré... Au synode général. Synode régional qui t'a conféré la mandature comme délégué au synode général, naturellement, tu ne peux pas être électeur, tu ne peux pas être candidat non plus. Or, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, le procès n'est pas fait foi, que le pasteur Ngahan, par exemple, a été élu comme membre du conseil synodal général de notre église évangélique aux travaux de ce synode de Gaoundéré. Ce qui veut dire que, naturellement, les débats sont faussés. Sont faussés dès lors que mon frère, avec qui je suis sur ce plateau ce soir, est de ceux qui, excusez-moi, je vais enfoncer davantage le clou, je vais lui demander de demander pardon, n'est-ce pas, à l'ensemble de l'église évangélique et aux chrétiens de l'église évangélique, parce que il est de ceux qui ont fait les tripatouillages et le faux pour qu'on parvienne à cette situation. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, vous allez répondre. Oui, je pense que c'est bien que je dise un mot, parce qu'il ne faut pas qu'on laisse quelque chose comme ça. Allons-y. Que nos auditeurs, que les chrétiens qui écoutent... voilà. Non, je vais dire 2 choses, ou 3, très rapidement. Je pense que le pasteur et moi, nous appartenons à une église. Tout à fait. Et appartenant à une église, nous connaissons la pratique, la tradition et les textes de l'église. Tout à fait. Donc ce n'est pas bien qu'on vienne devant les antennes dire des choses qui ne sont pas. Alors, il ne faut pas penser qu'à toute élection, tout candidat doit être forcément électeur. Non, il faut dire ça aux enfants. Je peux l'expliquer, s'il te plaît. Je vous donne la parole. Je peux l'expliquer très rapidement. Je vous donne la parole. Je vous en prie. Le seul mot que je voudrais, c'est qu'on s'écoute. Si vous avez des relances, on va noter tranquillement. D'accord. Mais chaque fois que quelqu'un a la parole, qu'on le laisse terminer. Oui. Merci beaucoup. Alors, je disais donc que quand vous prenez les textes de l'Église, premièrement, si nous restons au texte, les textes disent ceci: pour être électeur, pour être candidat au conseil synodal général, puisque c'est le poste qui est querellé pour lui. C'est ça. Il y a 2 conditions qui sont énumérées dans l'article qui indique les conditions. 1, il faut avoir 40 ans, au moins. Article numéro? Oui, j'y suis, s'il te plaît. Je suis à l'article 229. Oui. Les conditions requises pour faire acte de candidature aux différents postes sont les suivantes. Et puis, à l'alinéa H, on dit membre du conseil synodal général. Oui. 1. 40 ans d'âge au moins. Oui. Je ne sais pas si tu me contestes cet âge. Non, tout à fait, je te le conseille. Avoir déjà fait un mandat comme délégué au synode général. Oui, tu me le contestes? Bien sûr. Ah bon? Oui. Alors, j'ai été délégué au synode général de 2010 à 2017. Oui, vas-y. Continue. Je te rappelle que j'étais le secrétaire, j'étais le rapporteur du synode général de 2016 à Bouddha. Tout à fait, vas-y. Le pasteur Kouwa en était le président. Vas-y. Un mandat, c'est 7 ans. Jusque-là, c'est pas un problème. Non. Deuxième condition. C'est la deuxième. Oui. Et je la remplis. Oui. Troisième condition, avoir des qualités de dynamisme et de courage moral et intellectuel indéniable. Bon, vraiment, je ne voudrais pas... C'est le règlement intérieur de l'église évangélique du Cameroun. Oui, je ne voudrais pas me prévaloir de cette troisième qualité. Je laisse par le synode général extraordinaire de Mbo Banjoun le 27 juillet 2010. Je laisse les autres en juger. Mais on dit... 1, 40 ans d'âge, il ne me le conteste pas. Avoir fait un mandat délégué, je l'ai fait, un mandat. 3, avoir des qualités de dynamisme, de courage et de courage moral et intellectuel indéniable. Je laisse les autres en juger, j'en dis rien. Alors, ce que le pasteur dit, ce qu'il dit,
il dit qu'il aurait fallu que je sois absolument délégué au synode général pour être candidat. Exact. Mais le texte ne le dit pas, mon cher, premièrement. Deuxièmement, la tradition de l'Église, si tu veux que je te cite le texte qui le dit, c'est Il est antérieur à 2010, le 27 juillet. Non, écoute. Donc, tous les textes qui sont élaborés à partir du 27 juillet 2010 abrogent tout ce qui est passé, tout ce qui est antérieur. Alors, est-ce que le texte donc bien celui-ci ne le dit pas. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas qualité pour te retrouver en Ngaoundéré pour être en même temps électeur et... Est-ce que j'ai été électeur en Ngaoundéré? Ah bon? Je n'étais pas électeur en Ngaoundéré. Je peux me tromper. Ah non? Je peux me tromper. Ah ça, si tu me dis ça, c'est très grave, mon cher pasteur. Je peux me tromper. Je ne suis pas entré dans la salle. J'étais invité au synode de Ngaoundéré, comme plusieurs que je peux citer ici, qui étaient eux-mêmes candidats en tant qu'invités. Le pasteur Ngankou, Georges, pour te citer un autre exemple, qui est, si tu veux parler en termes de camp, qui est avec toi, qui était délégué, qui était candidat à l'élection au poste au conseil synodal général. Mais moi, je n'ai pas assisté aux travaux. J'étais moi-même candidat. Je n'ai pas assisté aux travaux. J'ai dû enlever ma candidature parce qu'en réalité, j'ai trouvé que je n'avais pas de qualité. Cette phase, elle est antérieure à la décision de justice. Elle est antérieure, en effet. Ce dont vous discutez. Exact. Alors, moi, je voudrais savoir aujourd'hui ce qui se passe réellement à l'EEC, notamment au lendemain du synode de Ngaoundéré. Comment ça se passe? Alors, s'il te plaît, je voudrais poser la question à mon frère, parce que tout ce débat, toute cette discussion qui est à la limite, je voudrais savoir, c'est mon élection qui pose problème? Non, 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 non. Si c'est mon élection qui pose problème, je te dis maintenant, je me retire. Si ça peut ramener la paix à l'église. Formidable. Formidable. Moi, je pense que ça peut être une voie ouverte. S'il te plaît, papa. Et là, nous parlons comme des fils de pasteurs avant d'être des pasteurs de l'église. Ça peut être une voie ouverte vers la paix. Justement, quand, de manière humble, on peut se représenter devant les gens pour reconnaître qu'à un moment, on a fauté. Je crois que c'est ça le problème de fond dans notre église. C'est que moi, je suis arrivé à Ngaoundéré, excuse-moi de partir du Coq-Alan, je suis arrivé autant pour moi à Maroua, dans le cadre d'une rencontre que le CEPC avait organisée. J'étais avec le pasteur Enye Toya et le pasteur Priso. Nous nous sommes retrouvés là-bas. On m'a donné la parole. Le président m'a donné la parole. Le président du CEPC m'a donné la parole. Et j'ai posé la question à Jean Sam. J'ai dit, mais depuis, tu as dit partout que l'église n'avait pas de problème, c'était les soubresauts de suffrage. J'ai dit au président Francky, mais si le pasteur Enye ne peut pas reconnaître qu'il y a la crise dans l'église évangélique, ça veut dire qu'on est venu perdre du temps ici. Et alors, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de continuer à rester ici pour rien. Il faut bien qu'il le reconnaisse qu'il y a la crise. Donc, moi je pense, pour ma part, qu'une telle dimanche me semble salutaire pour la vie de l'Église. Parce qu'on en a besoin. C'est même d'ailleurs ce que nous sommes en train de rechercher. Donc, si des gens comme ceux-là, qui jusqu'à tout récemment, ont continué à clamer à Mondo Vision pour dire qu'en fait il n'y a même pas de problème, ce n'est que 2 régions sur 22, ainsi de suite, et se rendre à l'évidence aujourd'hui qu'il y a effectivement un problème, moi je crois qu'il faut qu'ils s'agissent et que donc ils prennent la voie que tu viens de prendre pour être capable de dire si c'est moi le problème ou alors mon élection qui a fait problème, alors moi aussi je me mets de côté. C'est ça le vrai problème. Mais alors si peut-être que toi c'est pas le cas général, mais je veux dire qu'on part du particulier pour le général. Oui. Voilà. Alors, mais je voulais dire 2 choses très rapidement. La première chose c'est de dire j'ai parlé de moi. Oui. D'accord. J'ai parlé de moi. Mais je l'ai dit aussi parce que je sais que ce n'est pas ça le problème. Oui. D'accord. Et je peux te dire autre chose. Oui, je peux te dire autre chose. Oui. Même si, pour aller dans ton sens, le pasteur Enye aujourd'hui disait je me retire, ça ne rapportera pas la paix à l'église. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'église, ce n'est pas un problème d'un individu. Dans tous les cas. Le problème de l'église, c'est un problème de souveraineté. Quand le synode a décidé, qui est en mesure de remettre en question ce que le synode a dit? Écoute, mon cher frère, mon cher frère. Quel que soit, il n'y a pas de maison qui n'ait pas de malentendu. D'accord? Quel est le problème que nous avons à l'EEC, que nous sommes incapables de nous asseoir face à face pour en discuter et trouver des solutions? Écoute s'il te plaît. Vas-y, quand j'insiste sur la souveraineté du synode,
Et je voudrais que les chrétiens de l'église évangélique qui m'entendent, mais au-delà des chrétiens, des chrétiens de l'église évangélique qui m'entendent, les chrétiens des autres églises qui m'entendent. Parce que ceux qui arrivent à l'église évangélique aujourd'hui vont arriver certainement à d'autres églises demain. Et ceux qui pensent que c'est une affaire de quelques individus, vous vous trompez. Aujourd'hui, il se joue le devenir de l'église évangélique du Cameroun. Est-ce qu'elle doit être une église qui est église de Jésus-Christ, ou alors une église qui est télécommandée par des individus? Est-ce que l'église évangélique du Cameroun, est-ce que toute église qui a un mode de fonctionnement, qui a indiqué dans sa constitution, comme ce document que je tiens, son règlement intérieur, comme celui-ci, quand une église a indiqué ses documents de travail, est-ce que quand elle fonctionne par rapport à ses méthodes de travail, elle est en mesure de continuer sa marche sereinement? Je prends un dernier exemple pour les vas-y. Dans tout ce qu'on a dit, puisque j'ai dit tout à l'heure, on a cristallisé autour des personnes. Et j'ai dit, le problème n'est pas un problème d'une personne. On a dit, non, à Yabassi, il y a eu un accord pour dire, après le pasteur Batoumène, ce sera une telle personne. Alors, non seulement cette disposition serait, si elle existait, serait contraire au texte de l'Église, qui stipule que les membres du bureau de l'Église sont élus par le synode général de l'Église, et donc, les gens n'ont pas le pouvoir de décider entre eux qui sera le président sans que ça passe par le synode général. Mais je dis rapidement, que je lise rapidement, c'est vraiment en quelques minutes, quelques secondes, cet extrait. Si tu permets, avant que tu lises l'extrait, je voudrais tout simplement dire que, mon cher frère, c'est très intéressant tel que fait le développement, mais c'est même très amusant en fait. Parce que quand tu parles du synode, c'est tout à fait normal qu'on dise qu'il y a des textes organismes qui régissent la vie de l'Église. Oui. Bon, mais sauf que, et ça j'insiste avec force là-dessus, à moins qu'on ne soit obligé de revenir au cours élémentaire pour apprendre encore le civisme. L'Église évangélique, fut-elle la plus grande, est une association culturelle dans ce pays, et régie par les lois de ce pays. C'est pour cela que même dans le cadre de ton foyer, quand avec madame tu n'es plus en accord, ça veut dire que la justice est capable de pouvoir intervenir pour que on essaie de mettre la paix. Si on ne peut pas mettre la paix, ça veut dire qu'on essaie de vous séparer pour que chacun soit dans son côté, pour que vous n'ayez pas vous faire la guerre. Je continue s'il te plaît, pour que je termine. Je veux dire donc que du fait de ce que l'Église évangélique est une association culturelle, elle n'est pas au-dessus de toutes les associations dans ce pays, et ma foi, la justice de notre pays doit pouvoir intervenir pour mettre de l'ordre. Parce qu'il y a eu un différend qui oppose deux camps. Il faudra qu'on accepte déjà ce principe de base. C'est que, à l'issue des élections, effectivement, il y a eu que un camp a constaté que nous avons perdu 7. Mais nous sommes rendus à l'évidence que il y a eu de la tricherie lors du match, ou alors lors de l'élection. C'est pour ça qu'on a porté des réserves. Et c'est la justice camerounaise qui a interpellé pour dire que, et voilà, nous, sur la base des textes organiques de l'Église évangélique du Cameroun, sur la base de toutes les preuves qui ont été versées au dossier, et sur la base des textes qui régissent notre pays, la loi, voilà, nous disons que le bureau qui a été élu en Ngaoundéré est suspendu. Alors, moi je dis, à moins que les pasteurs de l'église évangélique du camp de Ndje deviennent des maquisards, permettez-moi l'expression. Non, je ne vais pas dire ça, mais je l'ai dit. Excusez-moi, parce que c'est trop grave. Ça m'amuse. Hein, parce que des pasteurs de l'église évangélique, ils ont quand même un certain niveau. Et moi, je pense que tous les pasteurs ont fait au moins le niveau de cours élémentaires où ils ont appris le civisme pour savoir reconnaître les différents pouvoirs de notre pays. Et donc, si les pasteurs peuvent aller jusqu'à écrire et des réclamations et des motions pour dire que nous n'acceptons pas les décisions de la justice, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'ai même peur à un moment qu'il ne soit de ceux qui sont en train de rebeller, les Camerounais et les chrétiens de l'ESC. Maintenant alors j'ai peur. Non, je pense qu'il faut que s'il te plaît, il faut qu'on dise quelque chose. Premièrement, le pasteur dit bien que
comme toute organisation, nous appartenons à un État et un État de droit. Ça, personne n'en disconvient. D'ailleurs, l'Église a une autorisation, une reconnaissance légale qui lui permet d'exister. L'Église, chaque fois qu'elle organise des activités, demande elle informe les autorités pour obtenir, n'est-ce pas, un récépissé ou quelque chose comme ça. L'Église, quand elle met en place des œuvres de témoignage, les hôpitaux, les écoles, les universités, elle obtient des autorisations des personnes compétentes. Donc, il ne faut pas... Je pense que depuis que cette situation est, malheureusement, nos frères veulent noircir ceux qui ont un autre son de cloche en donnant l'impression que si on dit le contraire, alors on s'oppose aux autorités. Non, je pense qu'il faut qu'on sorte de ce jeu-là. Non, ce n'est pas un jeu. C'est la vérité. Laisse que je dise. Oui, c'est la vérité. Laisse que je dise jusqu'au bout. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce jeu. Il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Première chose. Deuxième chose, la justice ou bien la force publique n'a pas vocation à intervenir partout. Parce qu'elle ne pourrait pas le faire. Laisse que j'aille jusqu'au bout. Vas-y. Parce que sinon, tu ne vas pas... Non, c'est bon. Non, je crois que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Laisse-moi aller jusqu'au bout. J'étais très bien compris. Tu as pris tout à l'heure l'image d'un homme et de sa femme. S'il fallait que l'autorité, la force publique, vienne réguler les relations dans chaque couple, dans chaque entreprise, dans chaque organisation, partout, la force publique ne pourrait pas le faire, entendons-nous. C'est pour ça que les mécanismes d'arbitrage existent. Quand un père réussit à tenir ses enfants et vit avec ses enfants, quand des parents vivent avec les enfants en bonne entente, l'État n'a pas besoin d'intervenir. Quand c'est le cas au niveau d'un couple, comme tu as cité tout à l'heure, et c'est l'idéal, il faut qu'on en arrive là pour que on réduise autant que possible les champs où l'État doit intervenir. Parce que, une fois encore, il ne faut pas donner l'impression que l'État est là pour tout faire. Non, ce n'est pas son rôle. Nous avons une obligation de l'aider. Et même dans le cas d'espèce, l'Église ne doit pas être dans le champ où l'État est obligé d'intervenir parce que... Alors, je disais rapidement, je voulais lire un texte tout à l'heure. Non, laisse que je termine, s'il te plaît. S'il te plaît. Pour le volet que tu viens d'évoquer, permets-moi de dire une seule petite chose. En réalité, je veux dire qu'on invoque ou qu'on demande à l'État d'intervenir parce qu'il y a problème. Pas que on laisse l'État intervenir, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la justice qui est intervenue d'elle-même dans le problème que vit l'Église évangélique. C'est plutôt nous, en tant qu'Église, en tant que fils de l'Église, qui avons demandé à la justice de venir intervenir parce qu'il y avait un différend. Moi, je crois que c'est ça l'équivoque que j'ai voulu lever. Et je pose une question. Oui, vas-y. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas passé par l'arbitrage avant d'arriver à cette phase? Puisque le texte que tu... on dit... Alignat, oui. L'Église insiste sur le recours exclusif à l'arbitrage des instances mises en place par l'Église pour gérer toutes sortes de conflits entre ses membres. Oui, mais continue, ce n'est pas là où ça s'arrête. Non, arrêtons d'abord là. Oui, est-ce qu'on ne fait pas recours à cet arbitrage? Mais écoutez, même si on peut faire recours à la justice ou à l'autorité de l'État, pourquoi ne fait pas d'abord recours à l'arbitrage? Justement, il y a un vide juridique. Nous avons... C'est quoi le vide? C'est vrai que au niveau de nos textes ici, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a aucune instance dans cette Église qui peut gérer des problèmes post-électoraux. Parce que même quand on a dit que le bureau chargé de l'élection va essayer de vider tout ce qu'il y a comme conflit, malheureusement, on ne leur a pas dit qu'après. Et comme ils n'ont rien fait, justement, on est resté dans la situation dans laquelle on s'est trouvé. Mais pourquoi on n'a pas fait appel à cette équipe? Ah, bon, je ne sais pas. Puisque dans les éléments... Tu devrais faire appel. Alors, ceux qui se plaignent, puisque dans les éléments que vous portez au tribunal, il y a des éléments qu'on connaissait avant d'aller aux élections. Mais d'ailleurs, tu me prêtes même l'occasion. Tu me prêtes l'occasion parce que je suis de ceux qui sont les premiers à se plaindre en justice par rapport à tout ce qui s'est passé dans la région du Bourg. Mais je connais la décision de la justice concernant votre demande. Non, la justice cher monsieur, permets-moi de... Non, pas qu'elle est incompétente. En fait, c'est parce que c'est la même affaire et je ne connais pas bien les termes. Cher monsieur, une minute. Oui, allez-y. Bon, vous avez observé que je vous ai laissé échanger librement pendant un peu d'une dizaine de minutes. C'était fait exprès. Pour que nous-mêmes, les téléspectateurs, qu'on s'en imprègne. Et qu'on essaie le rapprochement, et je pense que les esprits se comprennent mieux. Oui, non, on n'a pas de problème. Cela dit, pour revenir dans le fil de l'émission, je voudrais donc qu'on reparte des décisions judiciaires, des décisions de justice, qu'on comprenne leur développement, et surtout qu'on s'interroge si elles peuvent permettre
à une véritable sortie. J'entends beaucoup parler de conciliation, de rapprochement à l'amiable. Est-ce qu'au-delà de tout ce que la justice pourra dire, les esprits pourraient retrouver la foi suffisante forte pour vider définitivement? J'observe bien que je parle sous votre contrôle, la justice a fait un peu comme un jugement à la Salmon. On met tous les textes, on fait une table rase sur les textes, on revoit les textes, on met un bureau provisoire qui, je présume, n'est pas concerné par les partis en conflit, et qu'on reprend les élections. Alors, partant de cette décision, est-ce que vous avez le sentiment, fort certainement de cet espoir, qu'on repart sur de bonnes bases pour sortir définitivement de ce conflit? Ça fait quand même 2 ans déjà. Ouais, c'est formidable. Moi, je veux dire tout simplement que c'est le lieu de sauter d'ailleurs sur la décision. Parce qu'en fait, je l'ai déjà dit dans mon développement précédent, que la justice n'est que là comme un instrument entre les mains de Dieu. Les juges, les magistrats sont établis par Dieu. Donc, c'est sur la base des textes organiques de notre Église et des textes en vigueur dans la République qu'on a jugé le problème querellé entre le camp Priso, permettez ça comme ça, le camp Priso, le camp Ndjé. Et c'est sur la base des preuves qui sont versées au dossier jusqu'aujourd'hui. Je vous assure, monsieur Dipita, excusez-moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le camp Ndjé et ses avocats n'ont jamais pu donner les preuves contraires à celles qui ont été versées dans le dossier du camp Priso. Toutefois, on a toujours dit que la justice est incompétente. Et c'est dans cette histoire qu'on nous entraîne pour nous amener dans le dilatoire. C'est pour ça que ça dure 2 ans. C'est pour ça que je salue à sa juste valeur l'arrivée de ce directoire. Parce qu'en notre sens, le directoire doit pouvoir travailler de façon à ce que la paix revienne dans l'Église. Et d'ailleurs, si le pasteur Priso, qui est de notre camp, n'est pas dans le directoire, ça prouve combien ce monsieur a envie que son église, dans laquelle il a servi de longues années, que cette église retrouve la paix. Parce que il aurait pu dire, comme aujourd'hui, j'ai les preuves qu'il y a la tricherie, alors je vais m'accrocher pour continuer à être président. Mais à l'entame, même avant les élections, Ngaoundé, il avait dit, il ne voulait pas être à tout prix président de l'église évangélique du Cameroun. Et d'ailleurs, comme un bon chrétien, c'est pour cela qu'il a salué, parce qu'on a souvent allégué, on a envoyé cette vidéo partout pour dire qu'il a embrassé Ndjé, pour lui dire que... voilà, ce soir, mais voilà, la réalité, elle est un peu... Mais eh bien, c'est à cause de sa foi en Dieu, parce qu'il craint Dieu, qu'il a embrassé son frère, parce qu'il a estimé que son frère avait gagné. Et donc, le directoire, on a mis de côté le pasteur Priso, parce qu'on a estimé, sur la base de ses convictions, qu'il n'était pas là pour prendre le poste de président de l'Église. C'est pour ça que nous saluons à sa juste valeur l'arrivée de ce directoire qui, pensons-nous, va devenir, n'est-ce pas, une porte pour retrouver la paix, pour retrouver la réconciliation. Question de la justice et retour à la paix. La première chose que je souhaite dire au sujet des décisions de justice, au sujet du directoire dont vous parlez, le directoire est composé de 5 membres. Celui qui en est président, tout à l'heure j'ai évoqué la coordination, c'est-à-dire le rassemblement qu'eux ils ont organisé et mis en place au lendemain de ce qu'on pourrait appeler la crise post-électorale, qui est devenue comme une sorte d'église parallèle, parce qu'elle a une organisation, elle organise des pastorales. C'est pour ça tout à l'heure que je demandais comment ça fonctionne. Voilà, et il a bien dit tout à l'heure, c'est une sorte de chapeau de toutes les communautés ou de toutes celles et ceux qui se reconnaissent de cette tendance-là. Non, il faut peut-être bien expliquer ça. Et je voudrais, parce qu'il ne faut pas qu'il dise ce qu'il veut dire. Et je voudrais dire que dès les premiers jours de cette manifestation, de cette contestation, et pendant un bon bout de temps, les vidéos sont là, sur plusieurs chaînes, ce n'est pas quelque chose de caché. Celui qui est placé à la tête du directoire aujourd'hui était celui qui animait leur pastoral, disait-il. Donc ce n'est pas quelqu'un de neutre, j'ai envie de dire que c'est une éminence grise de cette contestation-là, premièrement. Deuxièmement, celui qui en est vice-président, M. Yanni Eloge,
jeté des équipes qui se sont rendues auprès de M. le ministre de l'administration territoriale pour des échanges et des discussions. Et quand l'église représentée par le pasteur Ndje Toya et ceux nos frères qui ont contesté les élections et qui la contestent d'ailleurs encore jusqu'à présent, et se sont présentés devant le ministre, quand on a donné la parole au pasteur Priso, il a introduit et il a passé la parole à M. Yanni Eloge qui était comme leur porte-parole. Donc, si je peux continuer comme ça, on ne peut pas me dire que c'est un directoire salutaire. Non, c'est une équipe qui est proposée et qui est au moins, je peux le dire à 60%, parce que je ne connais pas tout le monde, c'est une équipe qui appartient à la frange des hommes, des frères et des sœurs qui contestent les élections de Ngaoundé. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Mais avant même qu'on en arrive au directoire, je voudrais dire, il ne faudrait pas que le pasteur donne l'impression qu'une décision de justice, c'est une parole d'évangile. Autrement, non, faut-tu me laisser aller au bout de vas-y, parce que quand tu m'interromps, tu donnes l'impression que j'ai dit une grosse bêtise, que j'ai dit vraiment une connerie. Je m'en excuse. Voilà. Non, je veux dire quoi? Autrement, la justice elle-même ne se serait pas organisée pour qu'après les premiers paliers d'instance, que ce soit première ou grande instance, il y ait un deuxième palier d'appel, et qu'après ce deuxième palier d'appel, il y ait un troisième palier qui est la Cour suprême, et qu'après même la Cour suprême, les gens aiment les possibilités d'aller à la Cour africaine, etc. Parce qu'on estime que c'est une justice qui est rendue par des êtres humains. Que vous reconnaissez, bon, si vous reconnaissez ça, moi sur le plateau, ce soir, c'est bon, c'est quand même ce qu'on attend. Mon Dieu. Papa, c'est bon. Merci. Vas-y. Donc, je pense que j'ai dit tout à l'heure que, vous voyez, c'est vrai qu'on est dans une situation qui s'apparente à un conflit, comme vous l'avez dit. Malheureusement, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse feu de tout bois. Parce que vous avez posé la question, et je crois qu'on va y revenir tout à l'heure. Moi, la question qui me fait peur aujourd'hui, ce n'est pas la décision de justice, ce n'est pas tout ça. Moi, la question qui m'intéresse, c'est quand on va sortir de toutes ces situations. Que reste-t-il de l'Église? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va se regarder en face avec tous les noms de chiens et d'oiseaux qu'on s'est dit? Comment est-ce qu'on va se regarder en face pour dire... Non, donc je veux dire, je pense qu'il faut que, même si on fait un débat, qu'on reste dans une certaine, si je peux me permettre, une certaine élégance pour ne pas dire des choses agressives. Donc, je voulais dire qu'il ne faut pas donner l'impression que l'Église, parce qu'elle a eu une posture, parce qu'elle a dit au tribunal que le tribunal devait se déclarer incompétent, ça veut dire que l'Église est devenue rebelle, elle ne reconnaît pas les autorités, l'Église est en train de je ne sais pas quoi, non. Le pasteur a essayé de le dire tout à l'heure en d'autres mots, non. Vraiment, non, ça n'a rien à voir. Si l'Église ne reconnaissait pas l'autorité judiciaire, elle ne ferait pas appel. Elle ne ferait pas appel. Si elle fait appel, ça veut dire qu'elle reconnaît l'autorité judiciaire. Le cas Ndje, mais elle dit... Non, c'est pas le cas Ndje. C'est le cas Ndje. Vraiment, si tu ne peux pas me le concéder, ça veut dire qu'en réalité, on est en train de perdre de temps. C'est le cas Ndje. Constitué par les mêmes camarades que tous les autres. C'est pas l'Église. Parce que quand tu dis c'est l'Église, oui, c'est dommage que je n'ai pas apporté ici la grosse de la première instance. J'ai les décisions. Il aurait vu que ce n'est pas... pasteur Priso contre pasteur Ndje. C'est pasteur Priso contre Église évangélique du Cameroun. Ça, c'est les détails en tout cas. Non, c'est pas les détails, mon cher. Il représente qui? L'Église. Non. Il ne représente pas Ndje. Est-ce que tu as vu qu'on a condamné Ndje quelque part? S'il te plaît. C'est l'Église. J'ai peur que tu le dises des bêtises parce qu'on est sur un plateau. S'il te plaît, essaie de le faire avec un peu de... Alors, laisse que je moi, j'ai les grosses ici. D'accord, laisse que je dise mes bêtises et après tu vas corriger, s'il te plaît. D'accord, allez, c'est bon. Alors, je voulais donc dire ça pour dire qu'il y a dans ces appels qui sont faits pour dire que l'Église n'est pas dans un déni de la réalité et des autorités et des structures du contexte dans lequel elle vit. Ça ne peut pas exister. Ça n'aurait même pas de sens. Maintenant, pour revenir aux décisions de justice, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce qui nous motive? La première chose, nous disons, sur la première décision qui suspend les effets du processus électoral. Oui. Si cette décision, parce que c'est une décision qui est prise en référé, sur la base de ce que nos frères ont intenté une action en grande instance pour demander l'annulation du processus électoral et du procès verbal. Et sur la base de cela, ils disent, pendant que
cette affaire n'est pas vidée. Nous apprenons que nos amis vont prendre service. Et nous demandons au juge d'empêcher qu'ils puissent prendre service. Or, qu'est-ce que le juge? Ça dit que... Voilà les documents, vous pouvez les lire. Alors, il dit... C'est une perte de temps. Non, je suis dans le contexte, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est pas une perte de temps. Le juge, les requérants disent, il y a eu une élection. Nous estimons que cette élection est truffée de beaucoup d'irrégularités. Nous avons déposé une plainte à la grande instance. Sur la base de cette plainte, et nous apprenons que ceux qui sont élus à l'occasion de ces élections vont prendre service. Nous souhaitons que vous preniez une mesure conservatoire qui fait en sorte qu'ils ne prennent pas service en attendant que la grande instance rende son verdict. Ce qui fait que si le juge de référé rend son verdict avant la prise de service, ça a un sens. À ce moment, le bureau élu ne prend pas service, l'équipe qui est en place continue de gérer les affaires courantes en attendant qu'on décide qu'est-ce qui va se faire. Et à ce moment, soit il passe le service à la nouvelle équipe si elle est confirmée, ou alors on refait une nouvelle élection. Alors, sauf que là... pour justifier quoi jusque-là maintenant? Je m'excuse. Sauf que le juge rend son verdict quand on a déjà pris service. Un peu comme vous dites, nous voulons qu'il ne tienne pas la réunion. Et il rend son verdict quand on a tenu la réunion. Et donc, c'est pour ça que l'Église fait appel en disant, cette décision, nous ne la comprenons pas. Parce que vous demandez qu'on ne prenne pas service alors qu'on a déjà pris service. Oui. Je prends un exemple concret pour vous terminer. Il y a quelque chose. Tu vas perdre du temps pour rien. Parce que les chrétiens nous suivent. Quand je parle, chacun de nous parle. Oui, vas-y. Il y a eu une élection à la FECAFOOT. Il n'a plus expliqué tout ça, ça perd du temps. Parce qu'on est déjà quand même à... On est rendu à une décision de justice. Oui, laissez-le terminer. Voilà. Il y a eu une décision à la FECAFOOT, une élection à faire en 2015. Cette élection a été querellée jusqu'au TAS. Est-ce que le TAS a suspendu l'équipe qui était en place? Non. Le TAS les a laissés. Et quand la décision du TAS est tombée finalement, l'équipe a été mise de côté. Voilà ce que nous pensions être logique. Ce sont vos arguments, ok. Vous comprenez? Okay. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que maintenant, sur la base de ce que je vous ai donné, qui va être le représentant de l'Église à la grande instance? C'est l'administration provisoire qui est composée de leurs amis. Et comment est-ce que l'Église qui est en train de se défendre par rapport à une élection qu'elle a organisée, elle a à la fois sur le banc, on a désormais en justice sur le banc des plaignants nos frères, et sur le banc des accusés insidieusement leurs partisans. Comment vous pouvez avoir une justice sereine dans ces conditions? Nous estimons qu'il y a un problème. D'accord. D'accord, allez, c'est bon. Moi, je crois que tu as dit finalement l'essentiel. Parce que d'entrée de jeu tout à l'heure, tu semblais dire que tu ne parles pas pour le camp indien. Mais à la fin, finalement, je crois que tu es en train de revenir sur le meilleur sentiment et tu es en train de parler du camp indien. C'est formidable. Bon, ça c'est de la tricherie, en effet. Parce que ce que nous savons, nous l'avons déjà très bien expliqué, trop bien expliqué, et tout le monde le sait. Bon, peut-être qu'il faut utiliser le patois, la langue maternelle pour que les gens comprennent. Sincèrement, il y a eu en Ngaoundéré de la tricherie. Point. Il y a des preuves de la tricherie qui sont versées au dossier. 2. La justice a statué dessus, comme tu essayais d'expliquer tout à l'heure. Vous avez maintenu l'Église en justice de chaque fois qu'une décision est tombée, vous avez fait appel, ce qui est normal. Et aujourd'hui, on a mis sur pied le directoire. J'en viens donc à ce niveau. Parce qu'en fait, tu as voulu essayer de démontrer que ce sont nos amis. Le pasteur Moussanga, je ne veux pas parler de lui. Je ne veux pas parler de lui, je m'excuse. Mais le pasteur Moussanga est pasteur de l'église évangélique du Cameroun. C'est le bureau provisoire. Les gens... Non, il n'est pas encore installé. Le bureau n'est pas mais on pressent des... Naturellement, ils seront installés, il n'y a pas de peur, c'est pas un problème. Donc je veux dire que c'est un pasteur de l'église évangélique qui va en retraite et qui du coup, on lui coupe les vivres. Il n'a plus rien à manger. Il est engagé dans le combat pour la vérité, la justice et l'équité. Ça, il faut souligner ça de 4 traits. Parce qu'il a vécu l'église, il est président de région, j'ai été président de région comme lui, et nous avons vu comment les choses se sont déroulées. D'ailleurs, j'ai démissionné en 2015, j'ai démissionné comme président de région, parce que j'avais vu
venir toute cette histoire. Tout était organisé pour qu'on parvienne à cette histoire. D'ailleurs, je dis, c'est une parenthèse que j'ouvre, quand nous avons porté plainte contre le pasteur Macon au tribunal de première instance ici à Bounandio, toujours pour les fraudes électorales, le 21 février, lors d'un conseil synodal, je l'ai appelé, je l'ai dit, mon collègue, j'ai été président comme toi, tu ne peux pas le faire comme tu le fais là. C'est comme ça que le sous-préfet a sorti un arrêté numéro 25 pour empêcher que cette réunion se tienne. Ils avaient déjà fait ce qu'ils avaient fait. Donc voilà autant de preuves qui ont été versées dans le dossier pour qu'on parvienne à ce niveau. Je parlais donc du pasteur Moussanga. Le pasteur Moussanga, depuis que la crise a commencé en mai 2017, le pasteur Moukana n'est plus traité comme un pasteur de l'église évangélique. Il ne reçoit plus rien. On lui a coupé même les vivres. Un pasteur qui a servi l'église au moins pendant 50 ans. On a coupé les vivres à ce pasteur. Et comme il sait pertinemment le combat que nous avions commencé à mener contre l'injustice, contre le mensonge qu'on avait établi comme norme, le mensonge était devenu la vérité dans l'église, alors il s'est engagé. Je suis le président, la pastorale de la coordination en 2017 en 2018. Je vous en prie. Ce n'est pas le pasteur Moussanga, détrompez-vous. Vous avez une très mauvaise impression. C'est moi qui fus le président. Je n'ai pas dit qu'il était le président, j'ai dit qu'il a présidé et que je l'ai vu. Il est venu participer. Il est avec vous. Pour son expertise. Non, il est avec vous, il faut le reconnaître, il ne faut pas le dire autrement. Et je ne crois pas que ce soit ça le problème, en fait. En tout cas, on n'en est pas là. Oui, je crois, en fait, sauf que tu veux le dévoiler pour justifier une situation qui a cours dans l'église maintenant avec les présidents des régions qui, justement, sont en train d'écrire des tracts, qui sont en train de faire signer des lettres aux gens, des documents, pour qu'ils contestent la décision qui a été rendue le 26 juillet. Pour eux, ils ne veulent pas le directoire. C'est pour ça que je disais tantôt, au départ, je disais, mais pour des chrétiens qui sont épris de justice et de liberté, mais aussi surtout de paix, qui connaissent les notions de base du civisme que nous avons appris, on appelle ça éducation à la citoyenneté aujourd'hui, on ne peut pas sortir une décision de justice comme celle-là. Surtout qu'ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est ça qui m'énerve. Alors, pasteur, moi je vais terminer avec toi comme frère et fils du pasteur. Pasteur, je voudrais, s'il te plaît, seulement... Je termine. S'il te plaît, permets que je dise ceci. Oui. Tu as dit, on a apporté tous les éléments à la justice et elle a rendu sa décision. Oui. C'est pas ça. Je voudrais corriger deux choses. Oui. Premièrement, la décision au fond. Ça, c'est un détail. Concernant... Est-ce qu'il y a... Non, s'il te plaît. Ça, c'est un détail. C'est la perte du temps. D'accord, laisse-moi dire le détail. Les chrétiens n'ont pas besoin de ça. Laisse-moi dire le détail. Les chrétiens ont besoin de... le détail. Attends, avant. Laisse-moi dire le détail. Ils ne contribuent pas à la sortie. Mais laisse-moi dire le détail. Non, ils ne contribuent pas. Parce qu'on perd le temps pour rien. Mais laisse-moi dire le détail. Laisse-moi perdre le temps. C'est pas ton temps, s'il te plaît. Laisse-moi perdre le temps. Je voudrais dire à l'attention de ceux qui nous regardent qu'il n'y a aucune décision de la justice camerounaise à ce jour qui parle de est-ce qu'il y a eu fraude ou pas en Gaoundéré. Il n'y en a aucune. Je mets quiconque au défi de me le prouver. Il y a l'assignation en nullité du procès verbal et des élections et du processus du procès verbal des élections et du processus électoral est en cours devant le tribunal de grande instance de Bounandio qui n'a à ce jour pas rendu de décision. Dis ça en français simple. Maintenant, le bureau est suspendu simplement. Si tu le dis en français simple, c'est plus compréhensible pour les chrétiens. Et ça, tu as le devoir de le dire en tant que pasteur. Je pense que le thème de c'était comprendre la décision de justice. Si on veut comprendre la décision de justice et on estime que on ne va pas rentrer dans les méandres, ça veut dire qu'on ne veut pas la comprendre. Je voulais dire que, il n'y a pas de décision de cet ordre-là. Il n'y en a pas encore. Deuxièmement, il y a des décisions sur le provisoire qui dit, en attendant qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, voilà ce que nous décidons. Dis ça ici. Tout le monde comprend. Papa, dis ça ici. Et c'est ce que moi, je me joins à ceux, il a parlé tout à l'heure, je pense que les chrétiens qui nous regardent comprennent bien comment ils traitent la réaction des organes au deuxième palier de l'Église, après le synode général, qu'on appelle les synodes régionaux. Ce que les synodes régionaux écrivent, ce sont des tracts, d'après le pasteur Boulamoto. Merci, je crois que les chrétiens comprennent.
Jusque-là, tu n'as pas encore dit la décision. Les chrétiens ont, ce qui est exprimé dans les déclarations des différents synodes, c'est de dire nous ne nous soumettrons pas à un directoire. Nous n'allons pas accepter un directoire. Monsieur Dipita, la situation qui se présente aujourd'hui à l'EEC, pour que vous compreniez pourquoi il y a cette réaction des chrétiens et pourquoi je suis de ceux qui pensent que cette décision ne va pas nous aider à sortir, c'est que, vous voyez, si j'extrapole un tout petit peu, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a entendu, on lit partout que le MRC et son président ont déposé une plainte au niveau de l'Union africaine. En attendant donc que cette plainte évolue, ou alors pendant qu'on étudie, on dit on va mettre le Cameroun sous administration provisoire. On va suspendre les effets du processus électoral. Alors que le chef de l'État a déjà prêté serment. C'est ça le problème. On ne peut pas aller dans ce monde. Il ne faut pas que le pasteur Ngane Jacques, mon jeune frère, vous induise en erreur. Il nous reste 5 minutes. Solution de sortie. Non, avant la solution de sortie, moi je pense que humblement, c'est un jeune frère que je respecte. J'ai beaucoup de respect pour lui, parce que c'est un petit frère dont nos parents sont des amis. Mon père est mort, le sien vit encore. Mais je pense que dans la situation de notre église aujourd'hui, le pasteur Ngane, fils de pasteur, tu devrais être capable de dire il y a eu des tricheries. S'il n'y avait pas de tricheries, il n'y aurait pas de problème. Alors, tout ce que tu as élaboré comme français sur le plan du droit, sur le plan juridique, vraiment, j'avoue que je n'ai pas de notion en la matière. Mais je voudrais dire que quand tu veux rendre la chose compréhensible au peuple de Dieu, il faut utiliser les termes les plus simples. Ma mère en taureau a besoin de savoir si le bureau du pasteur Ndje a le droit de fonctionner encore jusqu'à maintenant. Je lui dis non, sur la base de la première décision, la deuxième et la troisième et encore la dernière, qui est la mise sur pied du directoire. Voilà de manière aussi simple que compréhensible qu'on puisse le dire aux fidèles de l'église évangélique du Cameroun, en attendant justement l'annulation comme tu es en train de dire. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'appeler Ndje, encore moins les membres de son bureau, les membres de l'église, les membres du bureau de l'église évangélique. C'est une exagération. Et je pousse encore davantage. Je veux dire que sur la base de cette décision de justice, le fait même de s'appeler comme président de l'église et de continuer à signer les actes, j'insiste encore et avec force que c'est un manque du respect aux lois de notre République. Et je les appelle, ce sont des maquisards. Parce qu'ils veulent amener les gens à la rébellion. Je vous en prie. Ça, il faut retirer ça. J'assume. Je vous en prie. Non. Ben voilà. Non. Moi, ce que je voudrais dire, je voudrais dire ceci. La décision, la justice a pris des décisions. La justice a pris des décisions. Pendant pratiquement 1 an et demi ou 2, nous étions devant les ministres de l'administration territoriale. Oui. Et jusqu'à là, on n'a pas eu de solution. Monsieur Dipita, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est comme la situation entre des parents et des enfants. C'est comme la situation entre un homme et sa femme, une femme et son mari. C'est comme la situation entre des frères et sœurs. Ce n'est pas la justice qui tranche ça. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas prendre des décisions. Elle prend toutes les décisions qu'elle prend. Mais aucune décision ne peut m'amener à continuer à tenir votre main et à dire « Mon frère Dipita, tu es mon frère, nous marchons ensemble. » Oui. Et ça, la seule chose qui peut le faire, c'est que mon frère que voici, mon frère que voici, solution de sortie de crise. Mon frère que voici, mon frère que voici, nous tous qui avons conscience que nous sommes de cette église, que cette église a joué un rôle capital, fondamental dans la marche de ce pays, à la fois dans l'évangélisation, dans l'éveil des consciences, dans l'enseignement, dans les hôpitaux, et que sais-je encore, c'est que nous puissions accepter de nous retrouver dans un cadre que nous définirons pour dire asseyons-nous et fumons le calumet de la paix. Personne ne viendra nous mettre un pistolet à la tempe pour que nous le fassions. Si nous n'avons pas conscience que nous allons le faire, nous allons faire en sorte que les chrétiens continuent pour une sortie à l'amiable. Formidable. Pasteur Boula. Oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est un très bon discours, très bien élaboré. Quand tu écoutes, on a l'impression que Jésus-Christ va descendre demain matin.
Mais s'il y a des gens qui entretiennent même cette situation, excuse-moi mon frère. C'est la solution. Hein? Non, avant que je termine avec la solution, il faut bien le dire. Il ne faut pas qu'on se reste beaucoup de temps. Oui, c'est bon. Voilà. Je veux dire que s'il y a des gens qui entretiennent et qui ont entretenu cette situation, il y a toi et tous les autres. Maintenant, aujourd'hui, la justice ne va pas décider, ne va pas donner de nous retrouver par force. Mais au moins, la justice a quand même déjà pris sur elle de mettre sur pied ce qu'on appelle une administration provisoire. Maintenant, moi, je crois que ce qui est important, c'est quel est le contenu du cahier de charge de ce directoire. Quand les gens ne viendront pas, vous ferez quoi? Non, écoutez un peu. Quand les gens ne viendront pas, vous ferez quoi? Non, écoute un peu. C'est d'abord une association. Oui. Mais vous êtes libre de partir. Non, je ne l'ai pas dit de partir, on ne part pas. Non, écoute un peu. On a mis sur pied une administration provisoire pour l'ensemble de l'église évangélique. Naturellement, si tu ne viens pas, on va te dire que comme tu n'es pas venu, tu n'es plus là. Ah, d'accord. C'est fini. Et quand il y aura 200 pasteurs qui ne viendront pas, vous allez leur dire ils ne sont plus là. On m'a même dit que tu as commencé à créer l'église et tu as la projection de... Solution de sortie. Solution de sortie, donc le directoire, je crois que c'est la chose la mieux partagée. Pour rejeter l'appel aux assises. L'appel, dans tous les cas, la finalité de la mission du directoire, ce serait justement de réconcilier les gens. D'accord. Voilà. Mais les dés sont pipés d'avance. Non. Dommage. Pasteur Jean-Massenga Ngwaba, pasteur Justin Boulamoto, c'est mon nom. Je vous remercie également d'être venu pour ce deuxième thème de l'émission de ce soir. Il était question de faire un débriefing des décisions de justice dans le cadre de l'affaire EEC contre, ou alors pasteur Priso Mingole EEC. Vous le savez, il y a une décision provisoire qui a été dite en juillet dernier, suspension des effets du processus électoral et mise sur pied d'une administration provisoire. Je rappelle qu'en premier thème ce soir, on a évoqué l'impact de la condamnation de Ayuk Tabe et compagnie. Je regrette encore que Eli Smith, qui a accepté d'être là, n'a pas pu se libérer de sa réunion, selon ce qu'il nous a dit, pour être présent sur ce plateau. Bonsoir et à la prochaine pour une autre édition de Cartes sur table. Thank you.